Jean-Marc, je vais te laisser présenter excuse-moi, parce que moi je suis pas du tout scientifique, donc je ne saurais pas bien présenter moi je suis là pour faire parler les gens et s'exprimer. Mais qu'est-ce que tu fais comme profession? Je suis directeur de recherche au CNRS. Voilà. Bonsoir. Bonjour à tous, et puis merci à Nicolas pour l'invitation. Donc moi je suis chercheur au CNRS, donc en formation j'ai un doctorat en biologie cellulaire et en microbiologie. Merci. Et j'ai aussi une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger des recherches en biochimie. Voilà. Donc normalement je crois ce qui est prévu c'est que je parle donc du système rénine-angiotensine qui est dérégulé lorsqu'on a une infection par le virus SARS-CoV-2 et également des nouveaux vaccins entre guillemets ARN messagers. Donc je vais commencer peut-être par le système rénine-angiotensine. Alors comme vous le savez peut-être, lors d'une infection par le virus SARS-CoV-2, qui est l'agent étiologique de la Covid, lors d'une infection par ce virus, ou bien lors d'une injection vaccinale qui tourne mal, on peut avoir un dérèglement du système rénine-angiotensine. Alors pourquoi ce système est dérégulé? Tout simplement parce que la protéine spike, soit du virus, soit du vaccin, est capable de reconnaître un récepteur cellulaire qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et lorsqu'il y a une fixation de cette protéine spike sur le récepteur ECA2, ça dérègle le système, ça gêne la fonction physiologique du récepteur ECA2, qui n'est pas d'être reconnu par la protéine spike, mais qui est de dégrader une hormone. Et cette hormone, c'est l'angiotensine 2. Normalement, ce récepteur ECA2 dégrade l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et donc l'angiotensine 1,7, à son tour, va activer d'autres récepteurs qui sont impliqués dans la régulation négative du système rénine-angiotensine. Vous voyez que cette protéine spike est problématique parce qu'elle dérégule le système rénine-angiotensine. Alors, il faut que je vous précise à quoi sert le système rénine-angiotensine. Ce système, c'est un système physiologique qui est à la fois enzymatique et hormonal. Ça veut dire qu'il dépend d'enzymes, notamment de récepteurs enzymatiques et d'hormones. Et c'est un système qui est décrit pour être responsable des fonctions autonomes, c'est-à-dire automatiques, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. C'est aussi un système qui va contrôler l'immunité innée. L'immunité innée, c'est l'immunité immédiate lorsqu'on rencontre un microbe, que ce soit un virus, un parasite, une bactérie ou un champignon. Donc c'est l'immunité très puissante chez les enfants notamment, qui s'active immédiatement. Donc cette immunité innée, elle est contrôlée par le système rénine-angiotensine. Et ce système rénine-angiotensine contrôle aussi les microbiotes. Donc il contrôle le microbiote intestinal, qui est le deuxième cerveau, mais il contrôle également le microbiote vaginal, buccal, cutané, nasopharyngé et pulmonaire. Donc il contrôle en fait tous les microbiotes de l'organisme. Les microbiotes, ce sont les bactéries, les virus, les champignons, les levures, les archées, etc., qu'on a dans l'organisme. Voilà. Alors, dans la pratique, il faut savoir que ce système rénine-angiotensine, c'est un système qui se retrouve absolument sur toutes les cellules du corps humain, et notamment des mammifères en général. On les retrouve sur toutes les cellules nerveuses. Donc que ce soit des neurones, des oligodendrocytes, des astrocytes, des cellules microgliales, elles ont tout un système rénine-angiotensine et elles sont pilotées par le système rénine-angiotensine. Ça veut dire que ce qui commande l'organisme et le fonctionnement de l'organisme humain, en fait, c'est pas le cerveau, c'est le système rénine-angiotensine qui guide des cellules nerveuses et qui contrôle en fait réellement l'organisme humain. Ce système rénine-angiotensine, pour que vous vous rendiez compte en fait de son importance, c'est qu'il est présent sur toutes les cellules du système immunitaire. Donc toutes les cellules de l'immunité innée, donc c'est l'immunité immédiate non spécifique qui se déclenche dès qu'on est infecté par un microbe. Donc ça repose sur certains types cellulaires, des cellules du système immunitaire. Donc ça va être les monocytes, ça va être les macrophages, ça va être les cellules dendritiques, tous les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, ça va être les mastocytes et ça va être les cellules natural killer, qui sont des cellules tueuses qui sont à l'interface de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Et après, vous avez donc l'immunité innée, qui au bout de 4 jours à peu près lance l'immunité adaptative qui repose sur des lymphocytes T,
Donc lymphocytes par exemple CD4 auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire, lymphocytes CD8 cytotoxiques qui reconnaissent en fait le ou les des antigènes de surface par exemple de cellules infectées et qui s'attaquent et qui tuent ces cellules. Et puis vous avez aussi dans l'immunité adaptative donc les lymphocytes B qui peuvent donner des anticorps quand ils sont activés sous forme de plasmocytes. Donc vous avez toutes ces cellules de l'immunité innée et l'immunité adaptative qui ont un système rénine-angiotensine et leur activité est complètement contrôlée par le système rénine-angiotensine. Vous avez également le système rénine-angiotensine au niveau de toutes les cellules épithéliales, toutes les cellules endothéliales notamment au niveau de l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire que tous nos vaisseaux sanguins, en fait, au contact du sang, en fait, vous avez les récepteurs qui appartiennent au système rénine-angiotensine. Donc vous voyez son importance extrême. On le retrouve même au niveau d'autres types cellulaires plus spécialisés, par exemple des histiocytes, qui sont en fait des macrophages en fait, qui migrent dans le sang et qui passent dans les muqueuses. Et puis vous les retrouvez aussi au niveau des cellules de Kupffer, qui sont en fait des macrophages spécialisés qu'on trouve au niveau des sinusoïdes hépatiques et qui règlent en fait tout ce qui est sénescent, enfin, qui recaptent le fer, etc. Donc en gros, toutes les populations cellulaires de l'organisme humain ont un système rénine-angiotensine et sont contrôlées par le système rénine-angiotensine. Alors ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que le système rénine-angiotensine, non seulement il est présent sur toutes les cellules, mais il est présent sur toutes les membranes de la cellule. C'est-à-dire qu'il est présent à l'extérieur de la cellule et il est présent à l'intérieur de la cellule. Par exemple, il est présent donc à la surface au niveau de la membrane plasmique, mais il est présent également au niveau du noyau cellulaire, là où se trouve notre ADN, donc notre patrimoine génétique. Il est présent au niveau aussi des réticulums endoplasmiques, sarcoplasmiques, c'est là où se fabriquent en fait dans la cellule les protéines. Et il est présent aussi à la surface des autres membranes d'autres organites qu'on appelle par exemple les lysosomes, les endosomes, les phagosomes, etc. Donc en gros, il est présent partout. Il est même présent à la surface et à l'intérieur des mitochondries. Membrane interne, externe des mitochondries, vous avez aussi le système rénine-angiotensine. Donc c'est pour vous montrer son importance. En fait, il est important parce qu'il est partout. Et même dans la cellule, il est localisé absolument partout. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il contrôle toutes les étapes, tout ce qui se passe dans la cellule est contrôlé par le système rénine-angiotensine. Alors, ce système rénine-angiotensine, il a une activité donc autocrine, paracrine, endocrine et intracrine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, une cellule, elle va pouvoir produire une hormone qui appartient au système rénine-angiotensine. Et cette hormone, elle va agir sur un récepteur qu'elle a à sa surface. Donc, elle est capable d'agir sur elle-même. Le système rénine-angiotensine est capable d'avoir une activité paracrine. C'est-à-dire qu'en fait, il peut agir sur les cellules voisines. Il peut également agir à distance sur n'importe quel tissu organe via la circulation sanguine. Donc c'est une activité endocrine. Et puis il a une activité intracrine parce que tous les éléments du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire tous les ligands et tous les récepteurs, se retrouvent aussi dans la cellule pour gérer ce qui se passe dans la cellule. Donc vous voyez un peu l'importance du système. Alors, à un autre niveau, pour vous rendre compte de son importance, c'est que c'est lui qui va contrôler l'ovogénèse. C'est lui qui va contrôler aussi la spermatogénèse. C'est lui qui contrôle le relargage des hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes, vous avez par exemple les glucocorticoïdes, comme le cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on est stressé, on sécrète du cortisol. En fait, ça agit, notre cerveau donc s'active. Au niveau de l'hypothalamus, vous avez la sécrétion de CRH. Et la CRH agit au niveau donc, de l'hypophyse et sécrète de l'ACTH qui nous fait sécréter du cortisol donc, à partir des glandes surrénales, donc l'hormone du stress. Le système rénine-angiotensine pilote aussi le relargage des minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui vient aussi, qui est sécrétée aussi par les glandes surrénales et qui agit sur la rétention hydrosodée et la rétention de chlore. Voilà, donc c'est très important, cette aldostérone, parce qu'elle agit directement sur les pompes ioniques. Elle fait rentrer notamment le sodium dans le sang, elle fait sortir le potassium via un processus qui est énergie dépendant. Et puis, c'est aussi le système rénine-angiotensine qui contrôle le relargage des hormones sexuelles, donc les androgènes, les estrogènes et les progestatifs.
Par exemple, c'est lui qui donne l'ordre à l'hypothalamus de sécréter les gonadolibérines, le GnRH, qui agit en fait sur l'hypophyse. Et sur l'hypophyse, elle fait sécréter la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, et puis la LH, qui est l'hormone lutéinisante. Et après, ces deux hormones vont agir soit au niveau des ovaires, soit au niveau des testicules, pour produire de la testostérone pour les testicules, et puis de la progestérone et des œstrogènes au niveau des ovaires. Donc vous voyez, toutes ces étapes sont toutes contrôlées par le SRA, donc c'est vraiment un système très important. C'est aussi le SRA qui pilote le mécanisme d'autophagie. Vous savez, le mécanisme d'autophagie, c'est un mécanisme de régénération cellulaire qui est lancé lorsqu'on fait un jeûne thérapeutique, lorsqu'on fait une restriction calorique, qu'on met le corps en stress métabolique. À ce moment-là, on active un système qui s'appelle l'autophagie. C'est un système en fait où toutes les protéines dysfonctionnelles vont être réparées, toutes les organites intracellulaires sénescents qui sont trop vieux vont être détruits et puis ou bien remis d'aplomb ou bien leur reconstruits en partant de nouvelles molécules. Donc c'est un système qui permet de remettre tout ce qui fonctionne mal dans la cellule. C'est un grand coup de balai dans la cellule. Et bien, ce mécanisme d'autophagie est également piloté par le système rénine-angiotensine. Donc c'est ce qui m'a fait décrire il y a quelque temps que le système rénine-angiotensine, pour moi, est responsable de toutes les pathologies humaines non génétiques, mais également les pathologies humaines génétiques, parce qu'il contrôle aussi la réparation de l'ADN. Donc il ne va pas agir au niveau de la transmission des informations génétiques, évidemment de la mère à l'enfant, mais par contre, il est capable d'agir donc sur nos acides nucléiques, et notamment notre ADN, et c'est pour ça qu'il est très important. Alors, je sais que les gens en général sont complètement hermétiques au système rénine-angiotensine parce que c'est une usine à gaz. Je vais vous décrire brièvement les étapes. On part d'une molécule générale qui s'appelle l'angiotensinogène. Cet angiotensinogène est produite par le foie. Et il va être dégradé par une enzyme qui s'appelle l'arénine, qui va être produite par le rein. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que différents organes sont capables de produire ces molécules, mais c'était décrit comme ça initialement. Et donc, quand l'arénine dégrade l'angiotensinogène, vous allez avoir la production d'une hormone qui s'appelle l'angiotensine 1. C'est une hormone qui est inactive. Cette angiotensine 1, à son tour, va être dégradée par un autre récepteur cellulaire qui s'appelle ECA. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1. Et ça va produire de l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, c'est vraiment l'hormone délétère du corps humain. C'est une hormone qui est indispensable, mais par contre, quand elle est en excès, à ce moment-là, elle devient très délétère. Alors cette angiotensine 2, normalement, elle est dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA2. C'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et le récepteur ECA2, malheureusement, est reconnu par la protéine spike du SARS-CoV-2 ou la protéine spike vaccinale. Il a été démontré que la protéine spike vaccinale est capable de reconnaître ce récepteur. Et donc, quand cette protéine spike vaccinale ou virale se fixe sur le récepteur ECA2, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont gêner la dégradation de l'angiotensine 2. Cette angiotensine 2 va se retrouver en excès. Et quand l'angiotensine 2 est en excès, elle cible deux récepteurs. Elle cible un récepteur qui s'appelle AT1R, un autre récepteur qui s'appelle AT2R. AT1R, c'est un récepteur très délétère. AT2R, il est très bénéfique. Il fait exactement l'inverse d'AT1R. Et l'angiotensine 2 reconnaît ces deux récepteurs, mais elle est plus affine pour AT2R que pour AT1R. Mais quand il y a une grosse quantité d'angiotensine 2, à ce moment-là, elle active AT1R, et c'est pour ça qu'on a des pathologies, notamment des pathologies connues sous le nom des pathologies Covid. Pourquoi? Parce que ce récepteur AT1R qui est suractivé, qu'on retrouve sur toutes nos cellules, eh ben, il est très dangereux parce que déjà, il va être pro-hypertenseur, c'est-à-dire il va induire une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Mais il faut savoir que la suractivation du SRA, elle peut aussi provoquer une hypotension par différents mécanismes. Mais normalement, c'est un récepteur qui provoque une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc, il est pro-hypertenseur. C'est un récepteur aussi qui va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire qui va stimuler les cellules de l'immunité innées qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron gamma, etc. Après, vous avez ce récepteur qui est capable de provoquer un stress oxydant. Donc, il provoque un stress oxydant parce que quand le récepteur AT1R va être suractivé, il va lui-même activer une autre enzyme qui est une NADPH oxydase. Et cette enzyme-là, elle produit des particules réactives de l'oxygène. Et ces particules réactives de l'oxygène, il y en a deux types. Ça va être soit des radicaux libres, soit des précurseurs de radicaux libres. Et en tout cas, les radicaux libres sont très délétères pour les cellules.
Pourquoi? Parce que ces radicaux libres sont des substances qui ont un déficit électronique. Et donc ces molécules vont vouloir se stabiliser. Et pour se stabiliser, elles ont besoin de trouver un antioxydant. Ou elles ont besoin de trouver une autre molécule auquel elle va voler un électron. Quand elle vole un électron, elle va déstabiliser l'autre molécule. L'autre molécule va vouloir se stabiliser et à son tour, elle va voler un électron à une autre molécule et il va y avoir une cascade de réactions qui fait que de nombreuses molécules vont être déstabilisées. C'est ça qui va être délétère pour la cellule. Et c'est pour ça que quand on a un problème avec le système rénine-angiotensine, ce qui est le cas quand on a des comorbidités, quand on est obèse, quand on est hypertendu, quand on a un diabète de type 2, je veux dire quand on a une maladie auto-immune, quand on a un cancer, c'est qu'on a déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et à ce moment-là, c'est bien de prendre des antioxydants, parce que justement, il y a cette suractivation de cette NADPH oxydase qui s'appelle NOx. Et donc, ces particules réactives de l'oxygène vont être très délétères via la production donc, de radicaux libres. Alors, ça, c'est une activité de AT1R suractivé. Après, il y a d'autres activités, c'est-à-dire qu'il va être également prothrombotique, c'est-à-dire il va favoriser les thromboses, qui sont responsables d'une mortalité, justement, élevée dans le cas du SARS-CoV-2. C'est un récepteur aussi qui va favoriser la croissance des vaisseaux sanguins. Il va être pro-angiogénique. Et vous savez que les substances anti-angiogéniques sont des substances anticancéreuses. Donc en fait, il va vasculariser des tumeurs et il va favoriser en fait le grossissement de tumeurs. C'est pour ça qu'on voit des turbocancers qui apparaissent. C'est parce qu'en fait, le récepteur AT1R suractivé, et bien justement, il va être pro-angiogénique, donc il va vasculariser les tumeurs. Et en plus, il va déréguler le système rénine-angiotensine qui lui-même est responsable de la différenciation et de la multiplication cellulaire. C'est-à-dire que c'est le système rénine-angiotensine qui contrôle la multiplication des cellules. Les mitoses cellulaires sont pilotées par le SRA. Et donc, quand il est dérégulé, il fait n'importe quoi et il se met à faire proliférer les cellules. Il n'y a plus d'inhibition de contact et du coup, il y a les cancers qui flambent. Quand ils existent, ou bien alors ça peut développer des cancers. C'est un récepteur aussi qui est profibrosant, c'est-à-dire il provoque une fibrose des organes, et c'est ce qu'on voit avec le cœur ou le poumon, c'est qu'il y a une fibrose, et c'est dû justement à l'activité profibrosante de ce récepteur. Après, c'est un récepteur aussi qui est justement pro-hypertrophique, c'est-à-dire il fait grossir les organes. Et on voit justement que les personnes qui ont un Covid ont le cœur qui gonfle, les poumons qui gonflent, c'est justement dû à cette activité de multiplication cellulaire du système rénine-angiotensine. Une autre action aussi, c'est qu'il fait chuter le monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est une substance qui est très importante pour le corps humain, d'abord parce que c'est un vasodilatateur, et en plus c'est impliqué dans tous les phénomènes de mémorisation, tous les phénomènes cognitifs, les phénomènes inflammatoires et immunitaires. Donc c'est une substance clé. Donc vous voyez que le SRA dérégulé, il met un gros bazar. Pourquoi? Parce qu'il est partout, il est présent à l'extérieur de la cellule, il est présent dans la cellule, il est présent absolument partout, et il active des tas de voies de signalisation cellulaire qui peuvent être très délétères. Et c'est pour ça qu'on voit des pathologies très très variées chez des gens qui ont un Covid sévère. Ça peut être, on peut retrouver des pathologies nerveuses, neurodégénératives, des fois ça déclenche des Alzheimer, des Parkinson, ça peut faire des crises d'épilepsie, de la sarcoïdose, des crises de démence, ça peut faire des atteintes cardiovasculaires, puisque c'est lui qui pilote les battements cardiaques, c'est lui qui pilote les battements cardiaques, c'est lui qui pilote la respiration aussi. Donc ça peut provoquer un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Si vous dérégulez le système rénine-angiotensine, même en absence de virus, vous pouvez provoquer un arrêt, justement, un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, et ça peut conduire à la mort. Donc, ça montre bien que le virus en lui-même, ou la protéine spike vaccinale, dérégule ce système. Mais si vous voulez, ce n'est pas le virus qui est directement responsable de la mort des gens. En fait, le virus, il agit de façon indirecte, c'est qu'il dérégule ce système physiologique, et c'est ce système physiologique qui contrôle le fonctionnement du corps humain. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tas de pathologies. Ça va dépendre des personnes, parce qu'on n'est pas égaux génétiquement. Donc on a des allèles particuliers d'un système qui s'appelle HLA. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons qu'on a notre patrimoine génétique, on n'est pas tous égaux par rapport à la maladie. Il y a des personnes qui ont déjà un dérèglement du SRA, ceux qui ont des pathologies auto-immunes, ceux qui ont justement des tumeurs, etc., ont déjà des problèmes avec le SRA. Ça veut dire que quand elles sont infectées, ou quand elles reçoivent une injection vaccinale, ça peut déréguler encore plus le système rénine-angiotensine, et c'est là que l'organisme peut partir en vrille, qu'on se retrouve avec des pathologies très sévères. Voyez. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que notre organisme est bien fait, et donc
on a un système de régulation négatif du système rénine-angiotensine. C'est pour ça que beaucoup de gens ont reçu des injections vaccinales, et pas tous ont fait des formes sévères. Hein. Généralement, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Pourquoi? C'est parce que la protéine spike, qu'elle soit virale ou vaccinale, dérégule ce système. Mais on a un système qui permet de freiner sa dérégulation, c'est-à-dire de le remettre en fonctionnement correct. Et ce système, il est basé sur plusieurs récepteurs qui ont été identifiés. Il y en a au moins 4. Il y en a un qui s'appelle AT2R, l'autre qui s'appelle MASR, l'autre qui s'appelle MRGD, et l'autre qui s'appelle AT4R. Et il y a des ligands de ces récepteurs qui ont un effet bénéfique. C'est-à-dire que ces ligands, ils peuvent être utilisés pour traiter des pathologies Covid, parce que justement, ils activent ces récepteurs qui freinent la suractivation du système rénine-angiotensine et qui permettent justement à ce système de bien fonctionner. Hein. Donc ces molécules, nous, on les avait proposées comme candidats médicaments dès mars 2020. On avait proposé donc ces molécules, c'était l'angiotensine 1,7, l'angiotensine 1,9, la lamandine, l'angiotensine 4. Voilà, c'était vraiment les molécules les plus importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des médicaments qui sont capables de freiner ce système et qui sont des médicaments potentiels pour traiter un Covid ou d'autres pathologies. Donc il y a 3 types de médicaments. Il y en a c'est un inhibiteur de la rénine, donc qui freine la transformation d'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur d'angiotensine 2, donc c'est un effet bénéfique parce que ça limite la production d'angiotensine 2 qui est délétère. Il y a un autre type de molécule qui est important, c'est tous les médicaments qui se terminent en pril, comme le captopril. Donc ce sont des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, donc ça bloque la transformation normalement de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on bloque ce système, on connaît d'autres enzymes comme la chymase ou la catepsine G qui sont capables justement de produire de l'angiotensine 2, soit à partir de l'angiotensine 1, soit à partir directement de l'angiotensinogène. Donc l'efficacité, elle est assez moyenne. Et puis il y a une autre famille de médicaments qui est très importante, c'est les antagonistes d'AT1R, qu'on appelle les sartans. Donc il y a toute une famille de sartans, hein, valsartan, olmesartan, irbesartan, candesartan, etc., losartan, il y a vraiment toute une famille. Et ces molécules-là se fixent sur le récepteur AT1R et le bloquent. C'est-à-dire qu'elles favorisent l'homéostasie du système, c'est-à-dire le bon fonctionnement du système, parce que là, ça l'empêche d'être suractivé. Et les sartans sont des médicaments potentiels pour traiter des Covid. Alors, en gros, qu'est-ce que fait le récepteur AT1R quand il est dérégulé? Il fait plusieurs choses. Il provoque un SAM, c'est-à-dire un syndrome d'activation mastocytaire, macrophagique. Il provoque un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. Il est capable de provoquer un SIBO, c'est une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Et il est capable de provoquer donc une hypokaliémie, qui est un déficit de potassium dans le sang. Et tout ça, c'est accompagné de pathologies. Alors, pour vous donner une idée, le SAM, c'est le syndrome d'activation macrophagique. Quand le récepteur AT1R est suractivé, les macrophages... Oui? Ah oui, ok. Voilà. Les macrophages... commencent un petit peu à déconner, ils font n'importe quoi. Ils sont en fait suractivés et ils se mettent eux-mêmes à s'attaquer aux cellules sanguines. Normalement, les macrophages, ils sont impliqués dans l'immunité innée, ils sont là pour nous défendre. Or là, ils sont dysfonctionnels, justement, et il y a un syndrome d'activation macrophagique, et ils sont suractivés, et ils se mettent à s'attaquer aux cellules sanguines. Alors les cellules sanguines, il y en a 3 types. Il y a les hématies et les globules rouges qui nous transportent du oxygène. Après, vous avez les lymphocytes. Ça va être les globules blancs. Donc, ça va être les lymphocytes, ça va être en fait les cellules du système immunitaire. Et puis, dans les cellules justement sanguines, vous avez les thrombocytes. Ce sont les plaquettes sanguines qui sont impliquées dans la cascade de coagulation. Et bien, vous allez avoir les macrophages qui vont s'attaquer à ces populations de cellules. Normalement, ils ne devraient pas s'y attaquer. Mais comme ils font n'importe quoi, ils se mettent à s'attaquer à ces cellules et ils les tuent. Et ça peut être responsable d'une anémie, c'est-à-dire un déficit de globules rouges. Ça peut être responsable d'une lymphocytopénie, un déficit de globules blancs. Et ça peut être responsable d'une thrombocytopénie, c'est-à-dire un déficit de plaquettes sanguines. Et ce phénomène est connu sous le nom d'hémophagocytose. C'est-à-dire que les macrophages suivent un processus d'hémophagocytose qui est justement de tuer toutes ces cellules, toutes ces cellules sanguines, hein, de la moelle osseuse. Alors, voilà. Ce qui se passe aussi, c'est que ça dérégule le fonctionnement des cellules NK, des cellules natural killer. Et notamment, ces cellules NK deviennent un peu dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables d'être activées correctement. Et c'est aussi associé à une chute de molécules très importantes qui sont les interférons, dont vous avez certainement entendu parler. Les interférons, alors,
les interférons qui vont chuter, ce sont les interférons de type 1 et de type 3. Les interférons de type 1, ça va être les interférons de type alpha et bêta, et de type 3, ça va être essentiellement le lambda. Et donc, quand les interférons diminuent, ben, nos défenses immunitaires diminuent. Hein. Donc, quelque part, ça nous provoque une immunodéficience. Voilà. Après, donc, ça s'attaque aussi donc, aux lymphocytes, et donc ça provoque également une immunodéficience parce que ça tue des cellules immunitaires. Et puis, ça dérégule justement la cascade de coagulation sanguine parce que ça s'attaque justement aux thrombocytes. Donc là, c'est grave parce que ça peut provoquer des thromboses ou au contraire des coagulopathies. C'est ce qu'on voit dans les troubles menstruels. On voit justement qu'il y a un déficit de coagulation. Ben, c'est dû justement au système rénine-angiotensine qui est dérégulé et qui peut provoquer soit une hypocoagulation, soit une hypercoagulation, c'est-à-dire des thromboses. Il peut faire les deux. C'est exactement comme la tension artérielle. Il peut faire une hypertension, c'est généralement ce qu'il fait, mais il peut faire une hypotension aussi. Voilà. Donc le deuxième phénomène qui est produit lorsqu'il y a la suractivation justement des mastocytes, qui sont d'autres populations des cellules de l'immunité innée, qui généralement sont impliquées dans les phénomènes allergiques, et ben vous avez ces mastocytes qui se mettent à faire n'importe quoi et qui se mettent à dégranuler des tas de substances. Généralement, les mastocytes dégranulent de l'histamine. Vous avez tous entendu parler de l'histamine, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un Covid long qui prennent des antihistaminiques, justement parce que l'histamine, elle peut être très délétère, notamment parce qu'elle provoque une inflammation, donc cette histamine, quand elle est relarguée, elle provoque une inflammation, après elle provoque une constriction donc, des bronches aussi, elle provoque une constriction au niveau de l'intestin, elle provoque une cascade d'activation ou au contraire de répression donc, au niveau du système nerveux central, du système nerveux périphérique. Elle provoque des décharges gastriques avec des relargages d'acide chlorhydrique, de mucus au niveau de l'estomac. Enfin bon, il peut y avoir donc une constriction des bronches qui entraîne des difficultés respiratoires. Enfin bon, il y a des tas de problèmes. Mais parallèlement, ces mastocytes, ils peuvent dégranuler jusqu'à 200 substances. La plus connue, c'est l'histamine, mais elles peuvent dégranuler des prostaglandines, de la sérotonine, de la dopamine, des leucotriènes, des tryptases, même le récepteur ECA, ça peut dégranuler tout un tas de choses. Et c'est pour ça que c'est délétère. Dans certains cas, il faut plutôt utiliser, par exemple, du montelukast, qui est un anti-leucotriène, parce que vos granulocytes, vos mastocytes, ils peuvent justement dégranuler des leucotriènes, qui sont des substances impliquées dans le chimiotactisme, et donc qu'il faut neutraliser justement en prenant du montelukast, hein, qui s'appelle aussi le singulaire. Donc vous avez ce SAMA qui peut être donc très délétère. Après, vous avez un SIBO qui peut être induit par le dérèglement du système rénine-angiotensine et la suractivation de ce récepteur. Alors le SIBO, vous savez, dans le tube digestif, donc vous avez la bouche, la cavité de buccale, vous avez le pharynx, vous avez donc l'œsophage, après vous avez l'estomac, après vous avez le pylore, vous avez l'intestin grêle, constitué du duodénum, du jéjunum et du iléon. Après vous avez la valvule iléocolique, et puis après vous avez le gros intestin, et dans le gros intestin, vous avez le côlon, le rectum et l'anus. Donc vous avez, suivant les personnes, de 4 à 7 mètres pour l'intestin grêle, et puis vous avez en moyenne 1,50 m à 2 mètres pour le gros intestin. Et vous avez des tas de microbes là-dedans. Hein. On estime que le microbiote, c'est à peu près 10 puissance 13 microbes dans le microbiote, et ça peut varier d'un facteur 100 suivant les personnes. Il y a des personnes qui ont un microbiote plus ou moins riche. Dans ce microbiote, vous avez des bactéries, vous avez des champignons, vous avez des archées, vous avez des levures, voilà, vous avez vraiment toutes les espèces de microbes possibles. Le SIBO, c'est justement des bactéries qui sont dans le côlon, qui normalement sont chargées de la fermentation des aliments, et la valvule iléocolique ne fait pas son boulot, et vous avez ces bactéries qui sont capables de remonter justement dans l'intestin grêle. Et normalement, elles n'ont rien à faire dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, il y a des bactéries commensales qui sont très importantes, notamment pour nous, parce que ce sont ces bactéries-là qui nous produisent les vitamines B. Ce sont ces bactéries qui nous produisent les vitamines K. Elles sont impliquées dans l'homéostasie du magnésium, du calcium. C'est elles qui nous produisent des acides gras chaîne courte. Donc c'est des bactéries normalement qu'on doit soigner parce qu'elles sont indispensables pour nous fournir certaines vitamines, des nutriments. On sait que ces bactéries-là,
nous produisent par exemple la vitamine B1, la thiamine. C'est elles qui nous produisent la vitamine B2, la riboflavine. C'est elles qui nous produisent la vitamine B8. Donc c'est la biotine, la B9, l'acide folique, la B12, la cobalamine. Tout ça, c'est ces bactéries-là. Donc on comprend bien que quand on a un dérèglement du système rénine-angiotensine, eh ben, on se retrouve en carence ou en déficience de vitamines très importantes. Et c'est pour ça qu'il faut procéder à une supplémentation. Parallèlement, quand il y a donc un SIBO, il y a une inhibition du péristaltisme, c'est-à-dire que ça bloque justement les contractions du muscle lisse qui font avancer les aliments dans l'estomac. Donc c'est très problématique. C'est pour ça que les personnes ont des problèmes digestifs, puisque ça inhibe le péristaltisme. Parallèlement, ça inhibe le transport, c'est très important, des acides aminés. Alors vous allez comprendre rapidement pourquoi c'est important. C'est-à-dire que quand on inhibe des transporteurs d'acides aminés, on inhibe potentiellement des molécules qui vont être des précurseurs de nos hormones et de nos neurotransmetteurs qui vont être très importants pour la conduction nerveuse. Bon, je vais vous donner un exemple. Ça va inhiber le transport du tryptophane. Le tryptophane, c'est un des 20 acides aminés qu'on a, c'est un acide aminé aromatique, et c'est le précurseur de la sérotonine, de la mélatonine, et c'est aussi un précurseur du NAD, qui est le nicotinamide adényne dinucléotide. C'est une molécule qui est très importante pour tout ce qui est transfert électronique, donc qui est impliqué dans le métabolisme cellulaire. La mélatonine, vous savez que c'est justement donc, une hormone qui est impliquée dans les cycles circadiens, jour-nuit. C'est d'ailleurs un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Et puis vous avez la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Ça va inhiber aussi, quand il va y avoir par exemple un SIBO, ça va inhiber le transporteur de la phénylalanine et de la tyrosine. Et donc ça va être très important. Pourquoi? Parce que ces deux acides aminés sont justement des précurseurs de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc on voit justement l'effet délétère sur les neurotransmetteurs. D'autant plus que ça va inhiber le transport de la tyrosine. Et la tyrosine, c'est le précurseur justement de nos hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est un organe très important parce que c'est lui qui donne la vitesse de fonctionnement du corps humain, qui est impliqué dans tous les métabolismes, notamment elle sécrète des hormones, la calcitonine, la T2, la T3, et puis la T4, la thyroxine. Et bien justement, la production de ces hormones va être inhibée quand il y a un dérèglement du SRA. Voilà. La calcitonine, elle est impliquée, donc elle est hypocalcémante et hypophosphorémiante. Oui. Oui, tu veux que je parle d'ARN? Oui, à cause du timing. Oui, alors bon, je vais vous parler. Bon, en gros, vous avez juste compris que ça met un gros bazar dans l'organisme. Voilà, parce que le SIBO, ça peut provoquer une hypotension orthostatique, ça peut provoquer des parésies, c'est-à-dire des paralysies plus ou moins transitoires, et puis ça provoque aussi donc, une hypokaliémie, donc un déficit de potassium dans le sang, et c'est associé à l'encéphalomyélite myalgique, qui est le syndrome de fatigue chronique, et c'est associé également à des tas d'autres pathologies. Voilà, parésie, vous avez tout ce qu'on voit en fait dans le Covid long, c'est rattaché donc au SIBO. Le SIBO, donc vous avez aussi l'encéphalite, le syndrome de fatigue chronique, vous avez l'hypotension orthostatique, vous avez le POTS, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, vous avez donc l'hypokaliémie, les parésies, enfin voilà. Alors pour les ARN, pour en revenir aux ARN, donc vous savez que bon, on a reçu ici en France essentiellement des injections donc d'ARN messagers. Pour lutter contre la Covid, entre guillemets. Bon, je vais parler de vaccins, mais bon, comme disait Léo tout à l'heure, vous savez très bien que ce ne sont pas des vaccins. Alors, en fait, on a été injecté avec deux types d'injections vaccinales. Il y avait le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, et puis il y a le Spikevax de Moderna. Alors, un ARN messager, en fait, c'est une molécule qui comporte l'information génétique pour fabriquer la protéine Spike du virus SARS-CoV-2. Alors, je vous décris très brièvement comment est constitué un ARN messager. Vous avez une coiffe, c'est une coiffe, donc cette coiffe, elle est très importante. Elle est à l'extrémité 5', elle est très importante parce que si elle n'est pas là, de toute façon, l'ARN messager ne peut pas donner de protéine spike. Donc elle est indispensable et c'est la nature de cette coiffe qui va déterminer la sensibilité de l'ARN messager à l'immunité innée. Parce qu'un ARN messager, c'est très inflammatoire. C'est-à-dire que notre système de défense, il reconnaît les ARN messagers comme étant étrangers. Et donc, ça provoque une hyperinflammation.
Et donc la nature de la tête, elle est très importante parce que le système justement immunitaire inné, il va plus ou moins reconnaître l'ARN messager en fonction de la nature de la coiffe. Après la coiffe, il y a une région qui s'appelle 5' UTR. C'est une région d'ARN qui est très importante aussi parce qu'elle va contenir des tas d'informations qui vont déterminer en fait la facilité que va avoir l'ARN messager à être transcrit, donc à être traduit en protéines. Hein. Ça va donc piloter en fait la facilité de traduction en quelque sorte de cet ARN messager. Après, il y a une séquence qui va coder pour la protéine spike ou tout autre antigène, ça s'appelle une séquence ORF. Après, il y a un domaine 3' UTR, donc que je signale parce que c'est un domaine qui est très important. Ce domaine 3' UTR qui est présent sur absolument tous les ARN messagers, il est très important parce que si vous utilisez un ARN interférent qui est bien capable de reconnaître ce domaine, vous pouvez neutraliser l'effet en fait de cet ARN messager. Que ce soit un ARN messager normal, auto-amplifiant, transamplifiant, un point quantique de graphène, tous les ARN messagers vont être bloqués par un ARN interférent qui va reconnaître ce domaine 3' UTR, qui est un tout petit domaine qui fait généralement, c'est 21 à 22 nucléotides. Donc c'est un tout petit domaine. Et les ARN interférents sont de deux natures. On connaît les micro-ARN et les petits ARN interférents qu'on appelle SIARN. Et ces deux-là vont être capables de reconnaître la région 3' UTR et de la neutraliser. Si elle se fixe parfaitement dessus, s'il y a une complémentarité parfaite, à ce moment-là, l'ARN messager va être clivé en amont de la région 3' UTR. Si la complémentarité n'est pas parfaite, à ce moment-là, il va bloquer l'étape de traduction de l'ARN messager en protéine spike, par exemple, mais il ne va pas dégrader l'ARN. Et puis, au bout de cette extrémité 3', vous avez une région qu'on appelle une queue de polyadénylation, et elle est très importante parce que c'est un polymère de polyadénosine. Généralement, il fait entre 150 et 200 nucléotides. C'est une répétition de 150 à 200 ALA. Et la longueur en fait, de cette extrémité est très importante parce que plus elle est longue et plus l'ARN messager va être stable, puisqu'il est toujours dégradé par cette extrémité 3'. Et donc, si on veut stabiliser, si on veut augmenter la durée de vie d'un ARN messager, eh ben, on rallonge sa queue de polyadénylation. Voilà. Alors là, ce qu'ils sont en train de développer, bon, vous savez déjà les dégâts qu'il y a avec les ARN messagers classiques. Hein. On parle d'ARN messagers conventionnels, mais ça reste déjà de la thérapie génique. Comme disait Léo, c'est pas de la thérapie, puisque la thérapie c'est fait pour soigner, et là c'est délétère. Mais disons qu'on considère que ce sont des ARN messagers conventionnels parce que ce sont ceux qui ont été largement utilisés pour la Covid. Et actuellement, il y a toute une gamme de nouveaux ARN messagers qui sont en développement et qui est très dangereuse. Et la gamme la plus connue, ce sont les ARN messagers auto-amplifiants. Alors, il y en a trois qui sont en développement. Il y a les auto-amplifiants, il y a les transamplifiants, et il y a les vaccins à ARN messagers à point quantique de graphène. Alors, les auto-amplifiants, c'est quoi? Il faut savoir qu'ils existent déjà. Hein. Ils sont utilisés en médecine vétérinaire, par exemple chez le canard, mais ils sont développés aussi pour les animaux domestiques. Hein. Les nouveaux qui arrivent pour le chat, pour le chien, ce sont des vaccins à ARN messager auto-amplifiants. On les appelle la particule ARN, mais en fait, ce sont des auto-amplifiants. Ceux qui ont été injectés au canard, bon, il y a eu deux types de vaccins, entre guillemets, injectés au canard, mais ceux de CEBA sont des vaccins auto-amplifiants, dirigés non pas contre la protéine spike, mais contre un autre antigène qui est l'hémagglutinine H5. Parce qu'il est censé lutter contre la grippe aviaire du canard, qui est en fait le H5N8. Nous, pour la grippe, nous, on est menacé, en fait, par rapport à la grippe aviaire, ça va être le H1N1 et le N3, le H3N2. Donc, c'est ceux qui vont être développés pour les humains. Mais en tout cas, ils sont auto-amplifiants. Et il y a également des vaccins contre la Covid, à ARN messager auto-amplifiant, qui sont déjà utilisés au Japon depuis 1 an et demi. Ça a été autorisé par les autorités japonaises. On injecte une petite quantité, hein, c'est 5 microgrammes, comparé aux 30 mg du Comirnaty pour la forme adulte et 100 microgrammes pour le Spikevax de Moderna pour la forme adulte. Donc vous voyez que c'est très délétère. Et ce qui se passe, c'est que toutes les nouvelles générations de vaccins, en fait, ciblent principalement les auto-amplifiants. Alors les auto-amplifiants, qu'est-ce qu'ils ont comme différence par rapport à des ARN messagers conventionnels? Eh bien, ils ont inséré entre la région 5' UTR et la région ORF, qui va coder pour la protéine spike, ils vont insérer donc un complexe réplicase, c'est-à-dire une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Alors un complexe réplicase, c'est quoi? Ça va être un ensemble de protéines non structurales. Généralement, celles utilisées sont un SP1, un SP2, un SP3, un SP4. Donc c'est un ensemble de protéines enzymatiques
qui va avoir une activité réplicase. Ça veut dire que quand on a introduit cette information génétique dans l'ARN messager, qui provient d'un virus, hein, cette information génétique, elle provient de 3 virus. Elles proviennent soit de flavivirus, soit d'alphavirus. Généralement, ce qui est utilisé, ce sont des complexes réplicases d'alphavirus. Et on utilise donc 3 alphavirus. C'est soit le Synbis virus, soit le virus de la forêt de Samiki, soit le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et actuellement, ce qui a été accepté par les autorités japonaises et qui vient d'être accepté, hein, c'est pas vieux, hein, c'est le 14 février de cette année, hein, ça a quelques jours, ça a été accepté par l'EMA, c'est-à-dire l'organisme de santé européen. Ils ont accepté un vaccin auto-amplifiant contre la Covid, qui est le même, en fait, qui est le Koistev, qui est le même que celui qui est injecté aux Japonais, et qui va donc être très délétère. Et celui-là est basé sur le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ce qui se passe, c'est que ce complexe de protéines non structurales, ce complexe a une particularité, c'est qu'il est capable de fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Il est capable de le fabriquer parce qu'il possède une activité enzymatique qui est une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire qu'il est capable de fabriquer de l'ARN quand on lui montre de l'ARN. Et donc lui, quand il y a la première étape de traduction de l'ARN messager auto-amplifiant, cet ARN messager auto-amplifiant traduit va produire le complexe réplicase, c'est-à-dire toutes les protéines de ces systèmes complexes réplicases, et il va produire en parallèle la protéine spike. Et quand il va produire ces protéines du complexe réplicase, celles-ci vont fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Ce brin complémentaire, on dit qu'il est de polarité négative, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traduit par notre machinerie cellulaire, c'est-à-dire par les ribosomes, il ne peut pas être traduit justement en protéines. Mais par contre, ce brin néoformé va servir d'amorce pour qu'il fabrique l'autre brin, le brin complémentaire de ce brin-là. Et le brin complémentaire qui va être fabriqué, il va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc en gros, ce complexe réplicase, il va nous fabriquer de nouveau de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que c'est une photocopieuse à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc on vous injecte dans le corps quelque chose qui va vous fabriquer en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Et cet ARN messager auto-amplifiant qui va être produit, eh ben, il va vous refabriquer du complexe réplicase et il va vous refabriquer de la protéine spike ou tout autre antigène. Donc vous voyez l'effet délétère que ça peut avoir. C'est un effet énorme. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Alors dans les vaccins transamplifiants qui sont en développement, c'est exactement la même chose. Un vaccin ARN messager auto-amplifiant, il est difficile à produire. Pourquoi ? Parce que l'ARN est 3 à 5 fois plus gros qu'un ARN messager conventionnel. ARN messager conventionnel, ça fait 4300 nucléotides pour le SARS-CoV-2, donc vous multipliez par 3 ou par 5, parce qu'il cache pas mal la nature, en fait, la structure de la molécule. Hein. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe à fabriquer. Donc, pour ne pas se casser la tête, ils essaient de développer des transamplifiants. Les transamplifiants, c'est exactement le même principe, mais à la place d'avoir le complexe réplicase et l'antigène qui va être produit à partir du même brin d'ARN messager, eh ben, ils vont couper en deux. Ils vont avoir un ARN messager qui va coder uniquement pour le complexe réplicase et l'autre ARN messager, auto-amplifiant, en fait, quelque part, ce sera un ARN messager normal, qui va coder que pour l'antigène. Et là, dans le cas des vaccins anti-Covid, ça va être la protéine spike. Et donc, l'avantage pour eux, c'est que ces deux ARN messagers vont être très faciles à faire parce qu'ils sont très courts, du coup. Et en plus, ils vont pouvoir utiliser l'ARN messager qui code pour le complexe réplicase pour n'importe quel vaccin auto-amplifiant. C'est-à-dire, il suffira juste de changer le deuxième ARN messager. Donc pour eux, c'est tout bénef. Hein. Ils utilisent toujours le même complexe réplicase, ARN messager, qui code pour le complexe réplicase, et puis ils vont juste changer le deuxième ARN messager, ils vont pouvoir produire une multitude de vaccins ARN messager auto-amplifiants. Il faut savoir qu'à l'horizon 2030, ils ont prévu de changer absolument tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers, dont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Ça représente 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine. Donc vous voyez un peu... voilà le problème. Alors, il y a d'autres vaccins qui sont en développement, qui ne sont pas une légende, hein, ça existe réellement, c'est décrit. Ce sont des vaccins à point quantique de graphène. Alors, en fait, ils partent de l'acide citrique, ils font une pyrolyse sur l'acide citrique, et à partir de là, ils vont obtenir un dérivé du graphène qui va présenter à la fois des charges positives et des charges négatives. Et à partir de là, ils vont faire une carbonisation, et ils vont obtenir du graphène. Et le graphène, c'est du carbone pur, en fait. Hein, c'est du carbone en nid d'abeille. Hein. C'est pas comme le diamant, qui est du carbone pur aussi, mais c'est un carbone en nid d'abeille.
et qui répond, disons, à des phénomènes quantiques, parce qu'il y a un électron qui est délocalisé sur la surface et qui circule à la vitesse de la lumière sur la structure, et c'est pour ça qu'il a des propriétés très particulières, et notamment les dangers des vaccins ARN messagers à pointe quantique de graphène, c'est qu'ils peuvent être activés par des ultrasons ou par de la lumière, par des photons, et ils peuvent être activés par un champ magnétique aussi. Voilà. Alors, ce qu'ils font, c'est que quand ils obtiennent ce graphène, après la carbonisation, hein, justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils le fonctionnalisent. Donc, on peut le fonctionnaliser en utilisant différents types de réactifs. Généralement, il est fonctionnalisé avec un produit qui s'appelle le polyéthylénimine et qui greffe des tas de charges positives sur le graphène. Et en fait, ces charges positives, donc ça en fait un polycation, et l'ARN messager, lui, est très chargé négativement. Hein. Pourquoi? Parce que le polymère, en fait, un ARN messager, c'est un polymère de nucléotides. Ces quatre types de nucléotides, ça va être A, U, G ou C. Pour l'ADN, c'est A, T, G, C. Et ils s'assemblent par deux, hein, C avec G et puis A avec U. Et donc, c'est un polymère qui contient, en fait, 4 types de perles. C'est comme un petit collier qui a 4 types de perles. Voilà. Et donc, c'est l'enchaînement des perles qui va déterminer, en fait, la nature de cet ARN messager. Et donc, chaque perle, c'est un nucléotide. Un nucléotide, c'est une base, donc c'est A ou U ou G ou C, qui est couplé à un ribose, qui est un sucre, et c'est couplé à un phosphate. Le phosphate, c'est une charge négative, c'est acide. Donc, plus vous avez votre ARN messager qui est long, et plus il va être chargé négativement, donc ça va être un polyanion. Et donc, il faut des charges positives pour le piéger. Et c'est pour ça qu'on fonctionnalise justement le graphène avec le polyéthylénimine, parce que ça lui fournit des charges positives, et du coup, les ARN messagers vont s'absorber à la surface. Et donc, c'est très important, parce que ça va permettre de vectoriser, en fait, ces ARN messagers dans les cellules. Actuellement, pour les vaccins conventionnels, ce sont des nanoparticules lipidiques qui permettent justement d'injecter en fait l'ARN messager dans la cellule. Pourquoi? Parce que sur la membrane plasmique, en fait, vous avez des phospholipides qui en sont chargés négativement, vous avez les ARN messagers qui sont chargés négativement, donc ça se repousse, et naturellement, les ARN messagers, ils ne rentreraient pas dans la cellule. Donc pour qu'ils rentrent dans les cellules, on leur met une gangue avec des nanoparticules lipidiques, et en fait, c'est quoi? Ce sont des phospholipides, ça va être du cholestérol, ça va être des phospholipides, des lipides cationiques et des lipides pégylés, et tout ça, ça va permettre donc de protéger déjà les ARN messagers du système immunitaire, parce que le système immunitaire ne va pas bien voir les ARN messagers qui sont hyper inflammatoires, donc ça va un petit peu calmer l'activation de l'immunité innée, et en plus, ça va permettre de vectoriser justement ces ARN messagers à l'intérieur de la cellule, là où ils vont être répliqués, enfin où ils vont produire de la protéine spike, voilà, qui va être très délétère parce qu'elle va se fixer sur les récepteurs ECA2 qu'on a un petit peu partout dans le corps, et donc ça va induire des pathologies, donc soit neurodégénératives, soit gastro-intestinales, soit cardiovasculaires, soit des pathologies auto-immunes ou des pathologies tumorales. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense qu'au niveau du timing, c'est à peu près ça, ou c'est bon au niveau du timing? Les intervenants, ils vont me mettre au chômage parce que c'est eux-mêmes qui gèrent le timing maintenant. Est-ce que Léo peut venir? Comme ça, on va mettre les deux Marseillais à la même table, ils pourront répondre en même temps. Je vois qu'il y a déjà plusieurs doigts qui se lèvent. Tu peux prendre le deuxième micro, s'il te plaît. Sans film. Un, deux. Bon, Sébastien, il y aura droit le premier, puisqu'il a levé là-bas, le premier. Un, deux. Vous m'entendez? Parlez, c'est comme ça que je sais si ça marche. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui se levaient. Alors j'aimerais bien que vous ne fassiez pas des commentaires, mais posez des questions. Parce qu'autrement, on n'en sort pas. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez bien comment vous allez formuler votre question. Faites des questions courtes. Et j'ai demandé aux orateurs de ne pas être trop long non plus. Merci. Oui, bonjour. Donc moi, je suis agriculteur. Et comme vous le savez tous, là, on est en train de vacciner les canards. Et surtout, ils veulent vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale et compagnie.
avec de l'ARN messager. Je ne sais pas si elle est amplifiée ou pas. Et beaucoup me posent des questions parce que je fais des vidéos, tout ça. Est-ce que ça va se retrouver dans le foie de canard, dans la viande, dans le lait? Et beaucoup disent, ils ne sont pas arrivés à nous vacciner avec de l'ARN messager, ils vont nous vacciner en mangeant les animaux qui ont été vaccinés. Est-ce vrai ou faux? Merci. Oui, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai parce qu'il y a des risques. Hein. Il y a vraiment des risques quand les animaux sont vaccinés avec des ARN messagers. Je vous donne l'exemple du canard, hein, mais c'est pareil pour la vache. Hein. Ils font même maintenant des dérivés ARN messagers pour que la vache ne produise pas de méthane. Hein, vous voyez. Donc on est en train vraiment de faire n'importe quoi parce que voilà, on est en train d'essayer de challenger des millénaires de sélection, etc., et en faisant vraiment n'importe quoi là. Donc c'est un développement à outrance de la technologie ARN messager. Alors je vais vous donner l'exemple, par exemple, du canard. Hein. Donc il y a la société Ceba qui produit donc un vaccin contre ARN messager contre le canard, hein, contre hémagglutinine H5. Alors il y en a qui disent, de toute façon, l'utilisation de l'ARN messager ne sera pas problématique. Pour une raison bien simple, c'est qu'un ARN messager va être dégradé au chauffage. Hein, quand on va chauffer le canard d'une manière ou d'une autre, ça va être dégradé, l'ARN messager va être dégradé par la température. Alors en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'ARN messager est thermosensible. C'est vrai qu'il est sensible à la température, mais il y a des données expérimentales qui sont publiées, hein, qui sont accessibles sur PubMed, qui montrent qu'il peut être très résistant. Il peut être très résistant pour plusieurs raisons. Déjà, plus il est court et plus il est résistant. Et plus il a de zones capables de s'apparier, c'est-à-dire que ça va dépendre de la structure de l'ARN, et plus il va être stable. Et il a été démontré qu'il y a certains ARN qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes. Il y a un article qui montre que l'ARN peut être stable à 65 degrés, à 80 degrés pendant 65 heures. Donc vous voyez, il peut être très stable. En plus, ce qui se passe, c'est que cet ARN messager, dans le cas justement de celui du canard, il est injecté avec de l'oxyde ferrique. Ce sont des nanoparticules d'oxyde ferrique, et ils mettent du squalène aussi dedans. Et ça veut dire qu'en fait, l'ARN messager auto-amplifiant n'est pas nu. C'est-à-dire qu'il est au contact d'autres substances qui peuvent le protéger de la dégradation. Donc non seulement il peut ne pas être dégradé par la température, mais en plus il peut être protégé par la gangue de protection qu'il a, hein. Justement ces nanoparticules, ce squalène, etc., qui en plus est thermorésistant, donc ça peut lui conférer donc une protection à la dégradation. Voilà. Et en plus, quand vous mangez du magret de canard, il est rosé, et donc vous n'avez pas beaucoup chauffé le canard, et ça veut dire que l'ARN messager potentiellement est encore fonctionnel, hein. Et ce qui se passe, c'est que même si vous chauffez, le produit, donc il peut être protégé, mais quand il atterrit dans l'estomac, certains disent de toute façon il va être dégradé par l'acidité de l'estomac. Dans l'estomac, le pH varie entre 1 et 3. Et quand on fait un jeûne thérapeutique, il peut monter jusqu'à 4. Et ce qui se passe, c'est que les nanoparticules peuvent protéger l'ARN messager de la dégradation, justement par l'acidité en fait de l'estomac. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mangez le magret, il passe d'abord par vos muqueuses buccales, il passe par le pharynx, par l'œsophage, etc. Et là, avant d'atterrir dans l'estomac, il parcourt quand même, il est au contact de nos muqueuses. Et donc, il peut être transmis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un complexe réplicase fonctionnel. C'est-à-dire que si l'ARN messager n'est pas dégradé, qu'il est fonctionnel, ça veut dire que potentiellement on a un complexe réplicase fonctionnel. Et comme ils ont l'intention justement de nous injecter avec des tas de vaccins auto-amplifiants, ça peut être vraiment problématique parce que ce complexe réplicase fonctionnel, il a une activité ARN polymérase, ARN dépendante, c'est-à-dire il est capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Et donc on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut vraiment avoir une activité très très délétère dans l'organisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'aura pas une activité bénéfique sur l'organisme. Il ne peut qu'avoir une activité délétère. C'est pour ça que c'est de la folie. On peut le retrouver dans les graisses aussi, hein. J'avais une question sur la graisse de canard, par exemple, qui est beaucoup utilisée, hein. La graisse de canard, elle est beaucoup utilisée par des gens qui mangent bio. Pourquoi? Parce que c'est très bon pour le système cardiovasculaire, c'est très bon pour la peau aussi, notamment quand on a la peau sèche. Ça augmente la sensibilité à l'insuline, hein, ça a été décrit, et ça fait chuter les LDL, hein, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, et ça augmente les HDL, donc
le bon cholestérol, donc il a des avantages pour la santé. Et ce qui se passe, c'est que dans la graisse de canard, donc en fait c'est une graisse qui est sous-cutanée essentiellement et qui se trouve autour des organes. Elle est très riche. Bon, il y a différents lipides dedans. Il y a des lipides saturés. Il y a beaucoup de lipides monoinsaturés, comme l'acide oléique. C'est les oméga 9 qui vont être très bénéfiques. Et puis, il y a aussi des diinsaturés, des tétrainsaturés et tout. Mais disons que son bénéfice est essentiellement dû justement à ces oméga 9, la présence des oméga 9, qui est très bénéfique. Alors, les oméga 9, nous, on les fabrique. Par contre, on ne fabrique pas les oméga 3 et on ne fabrique pas les oméga 6. Et le rapport oméga 3, oméga 6, oméga 9 est très, très important. Donc, ça veut dire aussi donc, que la graisse de canard, potentiellement, peut être aussi contaminée par de l'ARN messager auto-amplifiant. Merci. Est-ce vrai que le risque de shedding sera plus important avec les nouveaux vaccins ARN, en fait, transamplifiants ou auto-amplifiants? Ben, le risque existe, ça a été décrit déjà pour plein de virus. Ce qu'il y a, ça va dépendre un petit peu de la quantité de produit qui va être produit, parce qu'on ne sait pas trop en fait quel va être le degré de copie en fait de ces ARN messagers auto-amplifiants. Alors normalement, les ARN messagers auto-amplifiants, je dis normalement, ils ont été décrits pour ne pas pouvoir être utilisés en fait de nucléotides modifiés. Parce que vous savez que pour le Comirnaty et pour le Spikevax, donc de Pfizer, BioNTech et de Moderna, ils ont modifié un des nucléotides en remplaçant l'uridine par la méthyle-1 pseudo-uridine. Et ce dérivé de nucléotide est très très problématique pour plusieurs raisons. D'abord, il nous met en immunodéficience. Pourquoi? Parce qu'il inhibe une protéine kinase R, et c'est une protéine kinase R qui fait partie en fait de notre système de défense. C'est-à-dire un ARN qui se balade dans l'organisme, c'est considéré comme une substance étrangère, notamment quand c'est un ARN double brin, parce que l'organisme sait qu'il a été hijacké, qu'il est contaminé en fait par un microbe, parce que c'est un ARN messager double brin, enfin un ARN double brin qui se balade, c'est pas normal. Donc on a un système, qui s'appelle PRR, ce sont des motifs de reconnaissance des motifs pathogènes. Donc c'est un système qui s'appelle Toll-like, qu'on retrouve au niveau de différentes cellules. Donc il y a toute une famille de récepteurs Toll-like. Et notamment le récepteur Toll-like 4 est très concerné justement par les histoires de Covid, du SARS-CoV. Et on sait que la protéine kinase R est inhibée justement quand il y a une présence de méthyle-1 pseudo-uridine. Et c'est grave parce que cette protéine kinase R, c'est un système de veille qui met la cellule à l'arrêt justement quand elle détecte la présence de ce type d'ARN, parce que donc la cellule, elle comprend que la cellule a été infectée et qu'il faut bloquer la synthèse des protéines, parce qu'elle sait que ça va être des protéines microbiennes qui vont être produites, et ça va bloquer les mitoses, c'est-à-dire la multiplication cellulaire. Donc la protéine kinase R, c'est un système qui agit sur un facteur de transcription au niveau du génome, et normalement, elle bloque ce système. Et on sait que la méthyle-1 pseudo-uridine, elle inhibe justement l'activité de la protéine kinase R. Donc elle nous met en immunodéficience. Jean-Marc, oui. Je vais devoir faire un sommet citoyen rien que pour toi. Je suis là. J'ai une question encore aussi. Ou Léo, tu avais peut-être quelque chose à rajouter à ça? Pour l'instant, je veux bien répondre aux questions. Oui, monsieur Sabatier, vous avez dressé un portrait absolument apocalyptique de la protéine Spike. C'est un véritable monstre que vous nous avez présenté là. Mais si je ne m'abuse, la protéine Spike, elle est présente dans des tas d'autres virus. Alors, en quoi est-ce que celle du SARS-CoV-2 serait particulièrement menaçante? Oui, alors, les protéines Spike, on les retrouve dans les coronavirus. Alors, pourquoi celle du SARS-CoV-2 est particulièrement dangereuse? C'est que, déjà, elle reconnaît le récepteur ECA2. Alors, elle n'est pas la seule. Par exemple, le SARS-CoV-1 reconnaissait aussi le récepteur ECA2. Le MERS-CoV, lui, ne reconnaissait pas le récepteur ECA2. Il reconnaissait le CD26. C'est une molécule qu'on appelle DPP4, c'est dipeptidyl-peptidase 4, donc c'est une toute autre activité. Mais pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle a été trafiquée. Elle a été trafiquée, et notamment, il y a deux domaines qui constituent la protéine Spike. Il faut savoir qu'elle fait 1273 résidus d'acides aminés. Donc cette protéine Spike, c'est comme un collier de perles qui a 1273 perles. Et quand on schématise le virus, on montre une protéine Spike, et sa pointe, la pointe de la protéine Spike, donc ce qu'on appelle le spicule, c'est en fait un trimère
justement de ce collier de perles de 1273 perles. Et ils ont inséré entre les domaines S1 et S2 un site furine. Et ce site furine, c'est ça qui confère, entre autres, la grande pathogénicité de la protéine spike. Alors pourquoi? Parce que ce site furine, il va permettre justement au virus SARS-CoV-2 justement d'aller infecter les cellules humaines. Parce que naturellement, si vous enlevez le site furine de la protéine spike, elle n'a pas tendance à infecter les cellules humaines. Le site furine, il est connu pour favoriser l'infection des cellules humaines. Et le site furine qui a été introduit dans la protéine spike du SARS-CoV-2 est très particulier. Un site furine, c'est une enzyme en fait. La furine, c'est une enzyme qui va reconnaître un collier de perles. Quand elle va voir un collier de perles, donc ça va être un enchaînement de perles, chaque perle va pouvoir être substituée par 19 autres perles, c'est-à-dire que ce sont des acides aminés, et il existe 20 types d'acides aminés, disons naturels. Il en existe plus, mais en fait des naturels, il en existe 20. Et ce que reconnaît l'enzyme, la furine, elle va reconnaître un motif de 4 perles. Ce motif, il a bien été décrit. C'est R, X, K ou R et R, c'est-à-dire une arginine, un acide aminé quelconque, soit une isine, soit une arginine et une arginine. Ça, quand la furine voit un collier de perles où il y a ce motif-là, eh ben, il coupe derrière la dernière arginine, c'est-à-dire derrière le motif RR. Hein. Donc c'est le motif R, X, K ou R et R. Là, dans la protéine spike du SARS-CoV-2, c'est très vicieux, c'est parce qu'ils ont introduit un site furine qui est complètement atypique. Le site furine qu'ils ont introduit, c'est PRRAR. Et là, la furine va couper après les deux R. C'est-à-dire il y a une proline, il y a une arginine, une arginine, c'est-à dire des acides aminés basiques, il y a une alanine, un acide aminé aliphatique, et puis de nouveau un acide aminé basique. Et ce site-là ne se retrouve dans aucun microbe qui a été caractérisé, sauf que ce motif furine très particulier a été breveté par Moderna 3 ans avant la pandémie. Ils ont breveté ce motif. Et ils ont décrit un motif de 19 nucléotides qui incluait ce motif furine, et les 19 nucléotides qu'ils ont décrits dans leur brevet, donc 3 ans avant la pandémie, 2019, ces 19 nucléotides se retrouvent à 100% dans la protéine spike du SARS-CoV-2. C'est pour ça qu'on peut se poser des questions quant à l'origine zoonotique du virus, parce que c'est clair que ce n'est pas une origine zoonotique. En plus, il y a autre chose, c'est qu'on parle tout le temps du site furine, mais il y a un autre site qui est très, très important aussi. Il y a un motif qu'on appelle un adhésiotope dans la protéine spike, c'est un motif RGD. C'est un motif de 3 perles. Il y a une arginine, qui est un acide aminé basique, une glycine, et puis un acide aspartique. Et ce motif-là, on le retrouve sur des protéines de la matrice extracellulaire. C'est-à-dire que nos protéines de la matrice extracellulaire, ça va être la laminine, ça va être le collagène, ça va être la fibronectine, etc. Et ce qui se passe, c'est que certaines de ces molécules ont un ou plusieurs motifs RGD, le même qu'on retrouve dans la protéine spike. Et ce motif RGD va leur permettre de reconnaître des intégrines membranaires. À la surface de nos cellules, on a des intégrines. Des intégrines, ce sont en fait des dimères, ce sont des hétérodimères, c'est-à-dire ce sont des récepteurs qui sont constitués de 2 sous-unités. Il y a une sous-unité alpha, une sous-unité bêta. Et il existe une multitude de sous-unités alpha, une multitude de sous-unités bêta, et c'est la combinaison d'une sous-unité alpha particulière avec une sous-unité bêta particulière qui va conférer en fait la spécificité justement à l'intégrine. Et ce qui se passe, c'est que la protéine spike, comme on lui a introduit un motif RGD qui n'existe pas dans le SARS-CoV-1, ça va lui donner la capacité de reconnaître des intégrines membranaires, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas que le récepteur ECA2, elle reconnaît aussi des intégrines membranaires. Et il a été démontré que la protéine spike, elle est capable notamment de reconnaître 2 intégrines membranaires. Une qui s'appelle alpha-V bêta-3 et une autre qui s'appelle alpha-5 bêta-1. Et ça, ce sont des intégrines membranaires qui peuvent être potentiellement reconnues par le collagène. Et vous savez, les malades, ceux qui ont la maladie des lers dans l'os, ils ont un problème, c'est-à-dire au niveau du gène qui va coder pour le collagène. Notamment le collagène va être dysfonctionnel. Et eux font des formes très sévères justement de Covid. Et ce qui se passe, c'est que ce motif RGD qu'on retrouve dans le collagène, il est cryptique, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible, sauf quand le collagène est un peu dégradé. À ce moment-là, il va exposer ces motifs cryptiques, et ces motifs cryptiques vont pouvoir reconnaître justement ces 2 types d'intégrines membranaires, donc alpha-V bêta-3, alpha-5 bêta-1. Et la protéine spike reconnaît ces 2 intégrines membranaires. Et quand elle se fixe dessus, quand elle se fixe sur alpha-V bêta-3, elle va reconnaître, donc elle va activer un système qui s'appelle caspase 8.
Et après, ce système caspase-8, il va activer un autre système qui s'appelle caspase-3. Si la protéine spike se fixe sur alpha-5 bêta-1, elle va activer un système qui s'appelle caspase-9. Et le caspase-9, il va activer la caspase-3. Et quand la caspase-3 est activée, elle va induire une apoptose cellulaire, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée. C'est-à-dire que votre cellule, elle va mourir. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui montrent que la protéine spike peut être très délétère. Elle peut être très délétère, justement, parce qu'elle a d'autres motifs qui sont dangereux, mais rien que du fait de la présence, justement, de ce motif RGD et du sulfurine, et de la reconnaissance donc, du récepteur ECA2 qui est ubiquitaire, qu'on retrouve partout, ben, on comprend bien pourquoi il peut y avoir des spikopathies. Pourquoi ça peut être délétère. Voilà. Bonjour. Je suis Covid long depuis 4 ans, mais post-virus. Et d'après ce que j'ai entendu, vous pensez que c'est un dérèglement du système angio, c'est ça? Oui. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il reste, d'après vous, une persistance virale ou de la spike, ou est-ce que c'est ce dérèglement? Et comment soigner les Covid longs, dans mon cas post-virus, mais aussi vaccinal aussi? Donc c'est un gros... Alors, avec les troubles que vous avez de Covid long, la première chose à faire, ça serait de prendre un traitement antibiotique, soit l'azithromycine, soit la clarithromycine. Pourquoi? C'est parce que vous avez été infecté par le virus. Et le virus SARS-CoV-2, il a une particularité, c'est qu'il a une activité bactériophage-like, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller infecter des bactéries. Et donc, il se cache dans des bactéries, et ça veut dire qu'en fait, il est protégé quelque part du système immunitaire. Et donc, il faut utiliser justement des antibiotiques spécifiques, qui sont des macrolides, et qui vont dégommer potentiellement ces bactéries. Généralement, ce sont des bactéries gram-négatives qui n'ont pas de paroi. Vous savez, les bactéries gram-positives, elles ont une grosse paroi de muréine, c'est du peptidoglycan, et les bactéries gram-négatives, elles ont 2 membranes très fines, avec un périplasme au milieu et une petite fine couche de muréine. Et en fait, le virus SARS-CoV-2 est capable de franchir cette barrière et d'aller infecter des mycoplasmes, des tas de types de bactéries. Et donc là, le virus est protégé justement du système immunitaire. Donc il faut utiliser un macrolide. Alors le macrolide, il a une activité particulière. Il ne faut pas utiliser par exemple de l'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est une bêta-lactamine, ce n'est pas les mêmes modes d'action. Il faut utiliser spécifiquement des macrolides. Pourquoi? Parce que les macrolides, comme l'azithromycine, ça reconnaît la sous-unité 50S du ribosome bactérien. Ça se fixe sur la sous-unité 50S du ribosome bactérien et ça bloque en fait la traduction des ARN messagers, donc microbiens. Donc ça bloque la traduction des protéines. Alors ça a une activité normalement qui est bactériostatique, mais à forte dose, ça a une activité bactéricide. Bactériostatique, c'est-à-dire qu'en fait, ça tue pas le microbe, mais ça l'empêche de proliférer. Mais à forte dose, ça a une activité bactéricide, c'est-à-dire que ça tue la bactérie, et donc ça relargue le SARS-CoV, et là, il sera accessible au système immunitaire. Donc il faut un traitement. Quand on a un Covid long qui est post-vaccinal, donc ce traitement n'est pas utile, en fait. Généralement, les médecins recommandent justement un traitement à l'amoxicilline, les bêta-lactamines, mais c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que le mode d'action est différent. En fait, ça bloque la synthèse de la muréine, qu'on retrouve à la surface donc, des bactéries gram-positives. Donc ça active aussi sur certaines autres types de bactéries. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut pour le Covid long, c'est que vous avez intérêt, la première chose à faire, c'est de prendre une supplémentation très importante en vitamine D. Il faut que votre taux de vitamine D soit compris, idéalement, entre 60 et 80 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Vous pouvez monter jusqu'à 100, vous pouvez même monter jusqu'à 120. L'hypervitaminose D, c'est-à-dire là où il peut y avoir des problèmes de dépôt de calcium sur les tissus mous, l'apparition de calcul au rein, c'est quand le taux plasmatique de calcidiol dépasse les 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Mais c'est une concentration plasmatique de calcidiol qui est très très dure à atteindre. Alors, vous pouvez prendre de la vitamine K2, la vitamine K2 qui gère l'homéostasie au calcium et qui va justement empêcher les dépôts de calcium sur les tissus mous. Mais il faut impérativement monter votre taux. Alors pour avoir une idée, idéalement, si vous prenez une supplémentation très légère en vitamine D, à ce moment-là, il faudrait par exemple que pendant 4 jours, vous preniez chaque jour 50 000 UI de vitamine D. Après, pendant une semaine, vous prenez à peu près 20 000 UI. Et après, vous descendiez à 10 000 UI et 5 000 UI. Et là, votre taux plasmatique, si vous avez une réaction normale, il devrait se situer entre 50 et 60 nanogrammes de calcidiol par ml. C'est ce qu'on observe généralement. Mais si la personne
à des troubles hépatiques importants, c'est-à-dire si la personne a quand même déjà des problèmes sérieux, il est possible que la vitamine D ne soit pas activée. Elle ne soit pas activée parce que la vitamine D que vous prenez, donc la vitamine D3, donc cholécalciférol, ou la D2, l'ergocalciférol, ce sont en fait des vitamines qui sont complètement inactives. Elles ont besoin d'être métabolisées pour devenir actives. Et en fait, il y a deux étapes de transformation de la vitamine D inactive pour qu'elle devienne active. Il y a une étape au niveau du foie et une étape au niveau du rein. Donc au niveau du foie, il y a une enzyme, c'est une 25-hydroxylase, qui transforme la vitamine D3 justement en calcidiol, qui est une forme aussi inactive de la vitamine D, mais qui est la forme qu'on dose dans le sang et qui circule dans le sang. Et puis après, ça doit migrer en fait dans le rein, et il y a une alpha-hydroxylase qui transforme le calcidiol en calcitriol, qui est la seule forme qui est capable de reconnaître le récepteur VDR à la vitamine D, qui se trouve à la surface du noyau cellulaire et non pas à la surface de la cellule. Ça se retrouve à la surface du noyau. Pourquoi à la surface du noyau? C'est parce que la vitamine D va agir sur le noyau cellulaire et elle va agir sur la transcription, sur la répression des gènes. Et le taux plasmatique de vitamine D va être extrêmement important parce que le nombre de gènes qui vont être activés ou réprimés par la vitamine D va entièrement dépendre de votre taux plasmatique de vitamine D. Et ça a été démontré expérimentalement. À 30 nanogrammes de calcidiol par ml, vous allez activer 291 gènes. Si vous êtes à plus de 50 nanogrammes de calcidiol par ml, vous allez activer plus de 1000 gènes. Et là, on en est à 2000 gènes qui peuvent être potentiellement activés par la vitamine D, c'est-à-dire plus de 8% du génome humain. Le génome humain, c'est 22 500 gènes, donc vous voyez que ça peut avoir une activité terrible. Et la vitamine D, elle va être extrêmement importante parce qu'elle agit sur plein de choses. D'abord, c'est un inhibiteur de l'arénine, donc ça va inhiber la transformation d'angiotensinogène en angiotensine 1. Après, la vitamine D, elle est impliquée dans la différenciation et la multiplication cellulaire. Elle est impliquée évidemment dans la minéralisation osseuse, dans la prise de calcium et de phosphore au niveau des intestins. Et puis, elle est impliquée aussi dans les jonctions intercellulaires. Donc, pour l'intégrité tissulaire, elle est extrêmement importante, notamment au niveau de l'intestin grêle. Parce que vous savez que les personnes qui ont un Covid long, elles souffrent justement d'une porosité, en fait, justement de l'intestin grêle qui fait passer en fait des endotoxines, voire des microbes directement dans la circulation sanguine, où il peut y avoir une hyperinflammation. Et bien justement, la vitamine D, elle agit sur les jonctions serrées et les jonctions adhérentes. Ce sont des jonctions intercellulaires qui permettent une bonne cohésion des tissus. Donc ça referme justement, ça rend les tissus moins poreux. Alors il y a un médicament qui fait ça, c'est le l'arazoti d'acétate aussi. Il n'est pas autorisé en France, mais bon, il peut se trouver en vente. Il resserre aussi les jonctions serrées et les jonctions adhérentes. Et puis vous avez la vitamine D aussi, très important, juste un truc, c'est qu'il vous fait fabriquer des substances qui ont une activité antimicrobienne. C'est-à-dire il active des gènes qui vous fait produire des molécules, par exemple des alpha et des bêta-défensines, de HBD2, il vous fait fabriquer, et il vous fait fabriquer de la catélicidyle LL37 qui a une activité contre le SARS-CoV-2. Donc c'est hyper bénéfique. Ouais. Est-ce il faudra faire des réponses beaucoup plus courtes parce que on est parti jusqu'à 22h et tu vas louper ton avion. Ah oui. Et j'ai encore trois autres intervenants après vous autres. Donc il faudrait vraiment faire très 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 serré. Et ici j'ai une question pour Léo. Léo. Bonjour. Bonjour. Moi je voudrais savoir, avec tout ce qu'on vient d'entendre, qui est un peu complexe et compliqué, mais ce que je comprends c'est que quand même on est dans la merde. Et je voudrais savoir, toi qui es jeune, qui es justement étudiant en médecine, etc., enfin dans le milieu en tout cas. En biologie. Voilà, d'accord, ok. Comment on va s'en sortir, même si on n'est pas vacciné, même si déjà avec la viande qui peut nous contaminer, nous les non vaccinés. Donc comment on va faire quoi? Eh ben, je ne sais pas si tu vas amener la solution, mais Est-ce qu'il y a une solution? Alors moi, je n'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution servie sur un plateau, mais moi, plutôt sur le plan psychologique, moi je me dis que c'est vrai qu'on vous a un peu secoué avec tout ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est un constat qui est alarmant, mais moi je garde espoir que dans tous les cas le vivant est tellement bien fait, tout ce qui a été construit par l'être humain peut être déconstruit, donc y compris quand on injecte, quand on a injecté ces ARN. Alors pour la plupart des personnes vaccinées, évidemment, moi ma conviction c'est que comme notre organisme est tellement bien fait, au bout d'un moment, on va éliminer toutes ces toxines. Donc, moi, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Et ensuite, pour la suite, en fait, ce qu'il faut, c'est continuer à s'informer.
de manière constructive, de manière, sans être H24 sur les réseaux. C'est important de savoir prendre du temps pour soi pour lire. Et il y a aussi également une autre chose que je fais moi-même de mon côté avec des camarades de mon âge. Le truc, c'est que quand on essaie de discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même avis, qui ne sont pas conscients de tout le problème, le but est de parler du sujet avec bienveillance, sans être alarmant, en essayant subtilement d'amener au sujet. Pour vous donner un témoignage, j'ai discuté avec des gens qui ne connaissaient rien à l'ADN, rien à l'ARN. Tout d'abord, en fait, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était de manière passionnée, vu que je fais des études là-dedans. Et ces personnes-là se sont mises à m'écouter de manière attentive et franchement avec passion, quoi. Et petit à petit, j'en suis venu au vaccin, Covid, ARN et protéine spike, en ayant un ton totalement neutre, en expliquant la technologie de manière objective et neutre. Et après, petit à petit, dégradation progressive, où je leur explique quelles sont les problématiques et tout, sans dire quoi c'est du poison et tout, en utilisant un vocabulaire plutôt adapté. Et ces personnes-là se sont mises à écouter, elles continuent à écouter de manière attentive, et il n'y avait aucun blocage. Elles se sont complètement ouvertes. Et à la fin, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, un petit déclic qui a apparu. Donc je me dis, si en masse, tout le monde utilise cette technique, cette stratégie, je pense qu'on pourrait éveiller, ouvrir la curiosité au plus grand nombre. Donc je pense que le plus important dans tout ça, c'est l'éveil collectif. Et surtout garder espoir, ne pas avoir peur, parce que la peur, on l'a vu pendant le Covid, c'est la pire des choses, parce que la peur, elle a la caractéristique d'inhiber la réflexion, d'inhiber l'esprit critique. En fait, elle va nous amener à agir de manière irrationnelle et à faire tout et n'importe quoi. Et le but, c'est vraiment de rester calme et d'essayer de comprendre les choses de manière posée et calme. Donc c'est vraiment un énorme travail déjà à faire sur soi et à conseiller à d'autres. Voilà. Donc c'était un petit message d'espoir et je voulais transmettre. Oui. Trois questions ici, parce qu'après, question à vous deux. En fait, donc il a été dit, si j'ai bien compris, que en gros, on peut être vacciné, ne serait-ce que par la transmission se fait par la salive, par la sueur, mais je me demandais si, en fait, ça ne change rien du tout, qu'on fasse l'injection ou pas, ça revient au même, parce que ça va finir par quand même arriver. Est-ce que vous me confirmez ça? Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen de faire marche arrière, ou est-ce qu'il y a un examen qui permet de voir si on a le matériel vaccinal dans le sang? Si vous voulez, je fais une partie de la réponse et je laisse Jean-Marc. Il y a moyen de savoir si la protéine spike circulante, quand on a de la protéine spike circulante, il y a moyen de savoir si elle est issue du vaccin ou d'une infection naturelle. Parce que la protéine spike vaccinale, elle a été légèrement modifiée. Elle a été modifiée sur 2 des 1273 perles. En position 986-987, ils ont mis des résidus de proline. Et ça veut dire qu'en fait, quand on fait un tir de masse, un spectre de masse sur la molécule, qu'on détermine la molécule, sa masse molaire exacte, on peut savoir si elle est d'origine vaccinale ou pas. Quel examen, du coup? Il y a des boîtes, alors à ma connaissance pas en France, mais en Allemagne, je crois, et en Suisse, il y a des sociétés qui font le dosage de la protéine spike. Alors, à ma connaissance, pour déterminer si elle est d'origine vaccinale ou naturelle, ça peut se faire qu'en laboratoire de recherche. Je ne pense pas qu'il y ait une boîte qui propose ce service actuellement. Mais en tout cas, ça devrait arriver. Parce que c'est facile à faire, c'est très facile à mettre en évidence. C'est un tir de masse. Et donc vous confirmez que salive et sueur, c'est la même chose? C'est-à-dire, bien sûr que le shading existe, ça a été montré pour d'autres microbes et tout ça, donc ça existe. Maintenant, je ne pense pas que ce soit équivalent, c'est-à-dire que si on prend
si on prend 5 ou 6 injections, je pense qu'il vaut mieux en prendre un petit peu comme ça avec son voisin que de prendre 5 ou 6 injections. Mais on ne sait pas en fait la dose qu'on prend réellement, quoi. Mais le shading, c'est décrit, c'est pas, ça peut être transmis comme ça, et puis par voie sexuelle aussi, ça pose un problème, hein, puisque les organes reproducteurs sont très très riches en récepteurs ESA2. Hein. Donc on retrouve le récepteur ESA2 partout. On le retrouve dans le pénis, on le retrouve dans les testicules, on le retrouve dans l'urètre, dans l'épididyme. Chez la femme, on le retrouve dans l'endomètre, dans les ovaires. Je veux dire, c'est très très présent, c'est très riche. Excusez-moi, si vous pouvez bien mettre le micro devant la bouche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend plus. Juste pour ajouter quelque chose par rapport au shading, je pense qu'il faut, tout est histoire de quantité. Quand on reçoit une injection, par exemple 30 microgrammes, je crois que c'est pour Pfizer, les 30 microgrammes vont être dispersés dans l'entièreté de l'organisme. Donc quand il va y avoir une contamination par un fluide qui contient un petit peu d'ARN, il aura une quantité extrêmement infime. Et donc par conséquent, si la personne reçoit cet ARN, s'il y a un effet, il sera extrêmement minime par rapport à la personne qui a été vaccinée en vrai. Donc ça relativise tout de même. Par contre, en ce qui concerne des vaccins auto-amplifiants, là c'est encore un autre problème. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont la possibilité de se répliquer. Parce que il faut savoir qu'une injection vaccinale, ça représente beaucoup plus d'ARN messager qu'une infection. Hein. Dans les 30 microgrammes du Comirnaty, il y a 14 000 milliards de molécules d'ARN. Et dans le Spikevax de Moderna, c'est 100 microgrammes hein, pour la forme adulte, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme. Excusez-moi, oui. Quand on voit le monopole qu'a le Big Pharma sur le vivant, hein, je veux dire, quand on entend qu'ils veulent vacciner les animaux et tout ça, je veux dire, on n'a pas une réponse politique par rapport à ça aussi. Ça, c'est un réel problème, parce que je veux dire, il n'y a pas un organe de contrôle sur des événements comme ça. Et je veux dire, il n'y a que le monde scientifique, quelque part, qui pourrait s'opposer à ça fermement, avec un soutien populaire, évidemment, mais je veux dire, il y a quelque chose qui doit se faire, parce que on ne peut pas jouer à la roulette russe avec les populations non plus. Alors, normalement, c'est l'ANSM. C'est l'ANSM qui a le pouvoir juridique de faire stopper les injections vaccinales. Parce que c'est l'ANSM qui a en charge la sécurité des médicaments. Et c'est vrai qu'en fait, ils ne sont pas testés. Hein. Je veux dire, on reçoit les... Enfin, ils sont enregistrés donc, par les autorités sanitaires qui donnent une approbation comme ça, mais je veux dire, à ma connaissance, ils ne sont pas testés du tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas ce qui est codé réellement dedans. Ils se fient à ce qui est donné en fait, par Big Pharma, hein, c'est-à-dire les structures qui sont données, mais il n'y a pas d'organisme qui vérifie derrière. On pourra avoir un codage qui n'a strictement rien à voir avec la protéine Spike et qui sera enregistré quand même, hein, parce qu'ils ne contrôlent pas derrière. Ils ne contrôlent rien, et c'est là le problème. C'est qu'ils pourraient rajouter n'importe quel type de structure. Hein. Donc en fait, il n'y a pas d'organisme de contrôle qui fait le job. Hein. Ils enregistrent les médicaments, ils les autorisent. Le COSEL a été enregistré, il a été accepté par l'EMA. Mais on le voit, hein, on voit qu'il n'y a pas de test derrière. Il n'y a que l'ANSM qui devrait justement pouvoir bloquer ça. Alors ici, je vais faire 3 questions d'un coup. Madame qui pose sur est-ce que les poules seront vaccinées, je suppose aussi que je vais répondre en même temps, je suppose que les canards, si c'est les poules, les canards, tout le monde va être vacciné. On parle même aussi de vacciner tous les vaches maintenant à l'ARN messager aussi. Oui. Par rapport déjà. Et donc, par rapport donc aux œufs, est-ce que bon il y aura de l'ARN aussi, est-ce qu'il y aura de l'ARN aussi dans les œufs et comment l'éliminer? Une deuxième question ici, c'est dans les analgésiques dentaires, donc quand on va se faire une petite... est-ce qu'il y a aussi déjà de l'ARNM dans... Apparemment, il y a du graphène déjà dedans. Du graphène. Et ma question, c'est est-ce que dans tous les nouveaux vaccins qu'on va faire pour les enfants, sont-ils déjà ou vont-ils être ARN messager? Alors là, les vaccins... moléculaire aussi de oui. De ce niveau. Alors, les vaccins, si vous voulez, jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins qui étaient obligatoires. C'est la diphtérie, tétanos et poliomyélite. À partir de 2018, on a eu 11 vaccins
donc 11 vaccins obligatoires hein, pour les enfants, les nourrissons. Et depuis le 1er janvier 2025, on est passé à 12 vaccins. Mais si on compte réellement, en fait, il y en a qui considèrent qu'on est à 15 vaccins. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont enlevé un des vaccins hein, au 1er janvier 2025. Ils ont enlevé le vaccin contre le méningocoque C. Ils l'ont remplacé par le vaccin contre le méningocoque B, donc responsable de la méningite. Et puis ils ont rajouté un tétravalent, qui est justement un vaccin à méningocoque pour le A, le C, le W et le Y. Et donc maintenant on se retrouve avec un paquet de vaccins. Alors ce qui a été montré, ce qui est recommandé, donc pour la femme avant qu'elle soit enceinte, les vaccins qui sont recommandés par les autorités, c'est la rubéole, c'est la rougeole, c'est la varicelle et c'est la bronchiolite. Ce qui n'est pas recommandé par les autorités pour la femme enceinte, ça va être donc justement la rubéole, ça va être la rougeole, ça va être aussi la varicelle et ça va être la tuberculose. Et là, ce qui est recommandé actuellement pour la femme enceinte, ça va être la coqueluche, donc le vaccin contre la coqueluche. Hein. Donc la coqueluche, en fait, c'est une bactérie. Hein. Une bactérie, ça va agir contre principalement deux microbes, Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. Donc ça, c'est recommandé pour la femme enceinte par les autorités. Et ce qui est recommandé aussi, c'est un vaccin anti-Covid, ARN messager. Bon, vous voyez le problème. Il y en a un autre contre la bronchiolite qui est recommandé. Donc c'est contre le virus respiratoire syncytial. Et un autre contre la grippe, influenza. Donc actuellement, il y a 4 souches. Il y a deux souches justement de virus influenza de type A, et il y en a 2 de type B, et puis ils veulent en supprimer un pour passer à 3 souches. Donc ça, c'est extrêmement délétère, et c'est vraiment une folie. Notamment, faire vacciner la femme enceinte avec justement le vaccin ARN messager anti-Covid, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi? Parce qu'on sait que ça dérègle le SRA. En plus, il a été publié récemment que l'ARN messager est capable très rapidement, ça a été montré chez la souris, de franchir le placenta et d'activer le système immunitaire du fœtus. Et il y a même de l'immunité de la mère qui est capable de passer, c'est-à-dire il y a l'immunité passive et l'immunité active. Ça a été publié il y a quelques jours, hein, c'est très récent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système rénine-angiotensine, c'est lui qui pilote la fabrication des organes. Il est détecté après la conception au bout de 3 semaines, mais en fait il est présent tout de suite. Et il pilote la fabrication des organes, donc chez l'embryon, jusqu'à 10 semaines après chez le fœtus. Et il contrôle toutes les étapes en fait, de fabrication de l'embryon et du fœtus. Hein. Donc c'est vraiment une folie de les injecter avec ce type de vaccin dont on sait qu'ils sont capables de dérégler le système rénine-angiotensine. Voilà. Le problème, c'est que les ARN messagers, globalement, ils peuvent aller n'importe où. Et c'est ça le problème. Alors, il y a les ARN messagers, mais le problème, c'est qu'on met des adjuvants avec. On met des adjuvants, on met des excipients. Bon, il y a des nanoparticules lipidiques, on peut mettre du squalène, on peut mettre des particules d'oxyde ferrique qui sont magnétiques, on peut mettre tout un tas de cochonneries avec. Et on peut le rendre très résistant, parce que comme vous rajoutez, en fait, des adjuvants ou des excipients, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre différents types de molécules pénylées ou chargées, etc. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie que votre ARN messager aille partout, soit pas dégradé, etc., ben, quelque part, vous pouvez le faire en jouant sur les adjuvants, sur les excipients, etc. Donc c'est un vrai problème. Vous pouvez agir sur les nanoparticules lipidiques qui déjà elles-mêmes sont délétères. Vous pouvez les modifier pour les rendre plus résistants, pour qu'il y ait une protection supplémentaire de l'ARN messager. Vous pouvez même trafiquer l'ARN messager, parce qu'il est trafiqué. Hein. Vous savez, il a été démontré en décembre 2023 que l'incorporation de la méthylène-pseudoïridine dans l'ARN messager, donc il faut savoir que ce dérivé méthylène-pseudoïridine, on le retrouve dans les vaccins Comirnaty et Spikevax, que les gens ont reçus. Hein. Et il a été démontré de très longue date, bien avant qu'ils injectent, qu'ils fassent ces injections vaccinales, donc en 2020,
en début 2021 plutôt, il a été démontré que c'était très toxique déjà, qu'il y avait des problèmes et que notamment la méthylène pseudouridine conduisait à des erreurs de traduction. C'est-à-dire que les ribosomes, la machinerie cellulaire qui traduit l'ARN messager en protéine spike, eh ben, elle se trompe. Elle ne reconnaît pas bien la méthylène pseudouridine et elle incorpore n'importe quelle perle à la place de la perle qu'elle doit incorporer. C'est-à-dire que normalement, le triplet qu'elle reconnaît doit coder pour une perle. Et elle lit mal le triplet quand justement dans ce triplet, il y a une méthylène pseudouridine. Et à ce moment-là, elle va incorporer une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ou bien alors, ce qui a été démontré justement fin 2023, c'est que comme elle ne reconnaît pas bien celle-là, ben, elle saute la lecture de la méthylène pseudouridine, donc elle saute de +1 le cadre de lecture. Ça veut dire qu'après, elle va lire des triplets qui vont être décalés et qui à chaque fois vont correspondre à une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ça veut dire qu'en gros, on va fabriquer au moins 25% de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike, qui sont des protéines fantômes. Et le problème de ces protéines fantômes, c'est qu'elles sont capables de stimuler le système immunitaire autant que la protéine spike. Ça veut dire qu'on va mobiliser notre immunité contre ces protéines fantômes, et en cas d'immunité croisée, c'est-à-dire si par exemple on fabrique un anticorps contre une protéine fantôme et que cet anticorps est capable de reconnaître une hormone ou une autre protéine d'importance qui circule dans notre organisme, et bien ça va pouvoir provoquer donc des troubles parce que ça va affecter une réponse métabolique, une voie métabolique, et ça va pouvoir conduire à des maladies auto-immunes, voire à des cancers, etc. Donc de toute façon, c'est très délétère parce qu'on ne sait pas ce qui va être produit. Il y a des tas de molécules qui n'ont rien à voir avec la spike qui vont être produites. Est-ce que la température, par exemple, si tu cuis ton œuf, ou que tu fais à une température élevée avec de l'eau bouillante, est-ce que ça peut affaiblir tout ce système ARNM, etc. La cuisson. Ben, la cuisson, c'est sûr que ça ne va pas les arranger, mais, ça va rien affaiblir. Mais après, ben, c'est-à-dire qu'on les a déjà reçus, les injections, donc... ouais. Oui, non, mais pas tout le monde, mais je veux dire, les gens qui ont des problèmes avec les ARN messagers, ils les ont déjà reçus. Hein. On les aura autrement. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Bon, moi, je mange pas mal de riz, hein, parce que comme je suis un peu métis-viette, pas mal de riz. Ben, disons que là, j'évite maintenant le canard. J'évite le canard, j'évite le canard, mais en fait, il y a la volaille aussi, il y a le porc, qui reçoit aussi. Les vaches, oui, le problème, c'est que maintenant, globalement... alors, les insectes, ça, c'est un autre problème, parce que c'est pas terrible aussi, hein. Notamment avec la chitine, parce qu'ils veulent nous faire bouffer des insectes, hein, ça c'est clair. Il y a de la chitine. Alors même, maintenant, il existe de la vitamine D3 qui provient d'insectes. Qui provient de... Oui, il y a une société qui fabrique de la vitamine D3 qui vient d'insectes, qui vient justement de larves de... comment ça s'appelle? Ça provient d'insectes, c'est des larves de la levure de boulanger, en fait. La farine, oui. Vous voyez, aujourd'hui, on vous a donné des moules frites, hier soir des moules frites, parce qu'on n'a pas réussi à vacciner les moules ni les frites. Quelle est la base moléculaire? Les anesthésions dentaires. Pour les anesthésions dentaires? Bah, apparemment, il y a du graphène dedans. Bon, maintenant, moi je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a des anesthésiants, mais apparemment, ils mettent des cochonneries aussi. Maintenant, le problème, c'est que depuis quelque temps, hein, depuis l'affaire Covid, ils ont tendance à mettre beaucoup de choses délétères dans les produits, hein, dans les vaccins, etc. On parle beaucoup de graphène, de chitine, de molécules qui sont délétères. Donc, est-ce que de l'ARN messager est possible dans les anesthésiens dentaires? Ah ben, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Hein. Le problème, c'est que les contrôles sont quasiment inexistants parce qu'ils acceptent tout. Hein, là. Ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Là, par exemple, le vaccin Ceva qui est utilisé contre le canard, c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant dirigé contre l'hémagglutine H5. Et ben, j'ai vu qu'ils utilisent, ils ne précisent pas quel est le nucléotide, mais ils précisent que c'est un nucléoside modifié.
Nucléoside, c'est la base plus le ribose. Nucléoside modifié. Ils n'ont pas précisé, mais à tous les coups, c'est la méthylène-pseudoiridine. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est utilisée dans le Comirnaty, c'est celle que tout le monde utilise. Et donc, comme il a été enregistré, que ça fait déjà 1 an et demi qu'ils l'utilisent, forcément, ils ont fait les tests à partir de ce dérivé. Mais ce dérivé-là, normalement, quand cette publication est sortie, ils auraient dû tout arrêter. Parce qu'il était prouvé noir sur blanc que c'était très dangereux, que c'est très délétère. Quand vous avez utilisé un dérivé qui n'est pas capable de reconnaître, qui n'est pas reconnu correctement par la machinerie cellulaire, qui se met à faire n'importe quoi, à incorporer n'importe quoi, normalement, ça aurait dû tout bloquer. Et normalement, en 2019, ils n'auraient même pas dû pouvoir mettre sur le marché ces ARN messagers. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la méthylène-pseudoiridine et il est décrit de très longue date qu'elle pose des problèmes. Moi, j'ai vu des articles qui ont 10 ans et qui montrent déjà que la méthylène-pseudoiridine pose des problèmes. Si vous allez chercher dans les publications scientifiques, dans PubMed, vous allez trouver justement des articles qui montrent qu'il ne fait pas l'affaire. Et ça va tellement loin, ils montrent tellement que des dérivés de nucléoside ne font pas l'affaire, c'est qu'ils sont même allés faire une expérimentation. Vous savez, quand le ribosome traduit l'ARN messager pour produire de la protéine spike, il y a des codons stop. C'est-à-dire que le ribosome, il décode des triplés. Et il y a 3 triplés de codons stop. Il y a UAA, UGA et UAG. Et en fait, ils ont substitué le U par une méthylène-pseudoiridine ou un dérivé de nucléoside. Et ils montrent que le ribosome, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il ne le reconnaît pas, donc il continue. Donc, il a été montré expérimentalement, vraiment par A plus B, qu'il ne fait pas l'affaire. Et bien pourtant, il est utilisé en vaccination de masse, ce qui est n'importe quoi. Hein. Malgré ça, on a décerné un prix Nobel. Et il y a 2 prix Nobel, les 2 dernières années, là, ils ont attribué les 2 prix Nobel quand même liés à l'ARN. Hein. Il y a le premier, c'est Drew Weissman et Catalina Carico, donc pour la découverte justement des dérivés de nucléotides qui sont utilisés dans les ARN, notamment les dérivés méthylène-pseudoiridine. Et là, c'est Rufkun et Ambros pour la découverte des micro-ARN qui font partie des ARN interférents. J'ai une question pour Léo. Est-ce que chaque lot de vaccin a un numéro différent, un identifiant différent? Et je veux vraiment dire chaque ampoule, quoi. Alors, on m'a souvent posé, on m'a de temps en temps posé la question. Alors, il me semble que oui, mais après, je ne les connais pas. Voilà, je vais être honnête avec vous. Mais peut-être que Jean-Marc. Oui, apparemment, il y a au moins 3 lots. Il y aurait 3 lots de vaccins différents. Alors, il y a un site qui répertorie les lots. En fait, dans des pays scandinaves, je crois qu'il y a la Suède, peut-être le Danemark, enfin, en tout cas, ce sont des pays scandinaves, ils ont l'information sur les lots qui ont été délivrés. Donc, ça a été ouvert, hein, c'est un des rares points où ça n'a pas été censuré. Et donc, c'est ouvert, et ils ont pu regarder tous les effets secondaires qui étaient répertoriés en fonction des lots. Et ils ont vu qu'il y a des lots qui étaient toxiques, il y a des lots qui ne donnaient rien, donc ne posaient pas de problème, et puis il y a des lots qui étaient intermédiaires, hein, c'est-à-dire qui provoquaient des pathologies Covid, mais pas trop sévères. Les lots EF, par exemple, sont méchants, ceux qui commencent par EF. Et il y a un site pour ça, j'ai même donné le lien sur X, il y a un site où on rentre son numéro de lot, et on peut regarder s'il est associé justement à beaucoup de pathologies Covid, de Covid long, etc. Et si on veut me donner un complément d'information par rapport à la question que je viens de poser, c'est est-ce que dans les contrats, est-ce que la loi n'oblige pas, je vais d'abord poser comme ça, n'oblige pas à mettre justement un numéro de lot pour chaque vaccin? Et toi, tu voulais dire quoi encore? Il y a une loi, il y a une directive européenne qui dit qu'il faut, depuis 2019, que tous les médicaments doivent être sérialisés, sauf il y a une liste blanche et ceux-là ne doivent pas être sérialisés. Maintenant, je sais que les vaccins ne sont pas sérialisés, mais est-ce qu'il y a, en parlant, enfin c'est une ALM conditionnelle, est-ce qu'il faut le numéro de sérialisation? Est-ce qu'il y a quelque part une loi qui dit qu'il faut la sérialisation pour le traçage et pour le suivi des effets secondaires? Normalement, il y a des lois, mais elles ne sont pas suivies. Hein. Elles ne sont pas suivies, y compris par les autorités. Hein. Oui. Parce que normalement, il doit y avoir des contrôles qui doivent être effectués sur les lots pour déterminer leur dangerosité. Les molécules doivent être caractérisées. En fait, ce n'est pas fait. Hein. C'est pas fait. Et normalement, même les personnes avant l'injection doivent recevoir. Il doit y avoir un consentement éclairé. On doit décrire les effets secondaires possibles des vaccins, etc. En fait, rien n'a été fait. Hein. Ça a été fait. On a obligé les gens à s'injecter. Il y a un monsieur là qui me fait remarquer, mais
comment arrêter ces apprentis sorciers? Parce que quelque part, tout ce qu'on entend ici, c'est nous, on essaye de se défendre, on essaye de se nourrir autrement, oui, on essaye d'éviter, mais quelque part, comment éviter que ces gens nous fassent du mal, quoi? Alors, en fait, bon, on parle d'apprentis sorciers. Apprentis sorciers, ça sous-tend que en fait, ils font des choses sans savoir ce que ça va donner. C'est-à-dire, bon, on injecte, on va voir ce qui se passe. Maintenant, si ça se trouve, et on s'oriente de plus en plus vers ça, c'est que ce ne sont pas des apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie autre derrière. Hein. Les plus complotistes diront que c'est de la dépopulation. Hein. Voilà. Ben, c'est sûr que l'important, ça serait qu'il y ait le maximum de gens quand même qui aient conscience qu'il y a un réel problème, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont réveillés, hein, qui sont endormis, qui pensent que l'OMS, etc., que ces injections sont bénéfiques, parce qu'il y a de la censure, parce que ceux qui l'ouvrent ou ceux qui soignent, ben, ils sont allumés après par l'ordre des médecins. Je veux dire, je pense qu'il faut que le maximum de personnes prennent conscience, en fait, qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a des choses anormales qui se passent. Hein. Parce que là c'est plus sanitaire. Hein. Tout ce qui se passe, c'est plus sanitaire. Et on le voit très bien. Il y a énormément, évidemment, d'effets secondaires. Hein. Le Dravigilance, l'ARS, on voit bien qu'il y a énormément d'effets secondaires avec les vaccins ARN messagers. Donc, leur injection aurait dû être arrêtée de très très longue date. Hein. De très longue date. Hein. Ils auraient dû être arrêtés pratiquement tout de suite, quoi. Et ils continuent. Et malgré tout, non seulement ils continuent, mais on pousse de plus en plus. On pousse à injecter les enfants, on pousse à injecter les femmes enceintes, on développe de plus en plus, on veut remplacer tous les vaccins, même ceux qui ne posent pas de problème, sur lesquels on a des décennies de recul, par des vaccins ARN messagers. On privilégie en plus le développement des auto-amplifiants qui sont les pires de tous, parce que ceux-là, ils sont vraiment faits quand même pour dégommer les gens, hein, pour dire ce qui est, c'est une catastrophe. Il faut savoir que cette technologie ARN messager, elle n'est pas du tout au point. On entend toujours dire c'est la science, ceux qui refusent ces injections sont des anti-sciences, ils restent à l'âge de pierre, etc. Ils refusent les avancées de la science, mais c'est complètement faux. Parce que si on regarde les données scientifiques, tout montre que ça ne marche pas. Et tous les essais qui ont été faits montrent que ça ne marche pas. Il n'y a eu aucun succès avec des vaccins ARN messagers testés sur des animaux. Donc, au contraire, quand on regarde de près toutes les données, on voit que c'est très problématique et qu'il n'y a rien qui marche. Et donc, à partir du moment où il l'impose un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a un problème, c'est plus sanitaire. Oui, ben, l'antidote, bon, les ARN, c'est pas la panacée, mais les ARN interférents peuvent être une antidote pour bloquer, en tout cas, l'activité d'ARN, soit conventionnelle, soit auto-amplifiant ou transamplifiant. C'est d'agir, en fait, de se fixer sur la région 3' nucléaire qui est capable de bloquer, en fait, la traduction de ces ARN messagers. Mais les ARN sont fabriqués où? Ah ben un peu partout, hein. Ils sont fabriqués un petit peu partout. Ils sont fabriqués partout dans le monde. Hein. C'est facile à fabriquer, hein. C'est très facile. Hein. Les ARN messagers, on part d'un plasmide à ADN, hein. On le linéarise, on fait agir une restrictase, on le linéarise. Il y a un promoteur du bactériophage T7. Et ça fait la transcription, ça fabrique l'ARN messager. Donc on met dedans les bases nécessaires, hein, les bases triphosphates nécessaires, et puis on fabrique l'ARN messager comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont très délétères, parce que vous entendez parler qu'il y a beaucoup d'ADN, justement, dans les injections vaccinales comme Comirnaty, Spikevax. En fait, ça vient de la fabrication de l'ARN. Quand on fabrique de l'ARN, on passe par un plasmide. C'est le plasmide qui est linéarisé, et après on fait la copie du plasmide d'ADN en ARN. Et c'est cet ARN messager qui est utilisé. Mais normalement, on doit utiliser des DNases, c'est des enzymes qui dégradent l'ADN, pour enlever toutes ces traces d'ADN. Normalement, il ne doit pas y avoir d'ADN. Et là, il y en a plein. C'est-à-dire, pour une injection, ils ont détecté jusqu'à 500 milliards de molécules d'ARN. Et ils sont allés jusqu'à 23 000 milliards de molécules d'ADN dans une injection. C'est la plus forte quantité qu'ils aient identifiée. Et en plus, c'est de l'ADN qui provient d'un promoteur SV40, du virus SV40. Hein. C'est le virus simien 40, et il a la particularité d'être connu pour être un proto-oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le développement de tumeurs. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut vraiment pour arrêter les injections vaccinales, hein, parce que... Bon, on vous écoutera encore pendant des heures, mais je suis obligé de clôturer. Je sais bien que ça va frustrer énormément de gens.
Léo, tu voulais encore rajouter quelque chose? Alors, juste ouais, pour un petit mot positif, parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, concernant les vaccins, déjà, moi, la première chose à faire avant de trouver un antidote, c'est d'arrêter simplement de prendre des injections. C'est comme tout, hein. Si on veut se dépolluer, c'est pas en continuant d'en prendre, en prenant un antidote supplémentaire qu'on va forcément régler le problème. Donc déjà, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense que déjà, il faut pas attendre de sauveur. Déjà, il faut pas attendre que quelqu'un va dire, voilà, va éliminer toutes les mauvaises personnes. Je pense qu'on est dans un système qui est beaucoup trop complexe, qui est régi par le pouvoir et l'argent. Ça, c'est une réalité. Et je pense également qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne voudra rien entendre, qui voudra rester là-dedans, peu importe ce qu'on lui dira, peu importe ce qu'elle comprendra. Donc voilà, il faut accepter cela. Moi, je ne suis pas en mode j'ai envie de sauver le monde, je suis en mode j'agis à mon niveau, j'agis pour moi, donc je me sauve moi-même. Et aussi pour ne plus avoir peur, parce que la peur c'est quand même quelque chose d'important. La peur, en fait, elle naît de l'incertitude. À partir du moment qu'on sait, enfin, on connaît notre ennemi, on connaît quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, il devient beaucoup plus facile pour nous d'anticiper. Et à partir de ce moment-là, il est nécessaire de se former, d'apprendre, de se cultiver et de s'armer soi-même, quoi. Donc pour moi, ça paraît basique, mais c'est vraiment la première des choses à faire, quoi. Merci beaucoup. Alors je les remercie vraiment parce que bon, ils ont fait pas mal d'heures de vol, ils vont retourner encore ce soir et demain matin.